Bien. Donc, bonjour à cette heure et demie, qui au départ devait être 2 heures, sur la gestion du temps. Alors, je vais essayer de résumer en 1 heure et demie ce que je fais naturellement en 3 jours. Donc, ça va être... Alors, bien sûr, je vais tout de même faire des impasses, c'est clair. Alors, une des premières choses, c'est quand quelqu'un arrive en retard dans une réunion comme Marc, on lui dit « J'espère, Marc, que tu nous excuseras d'avoir commencé à l'heure. » Merci, Marc. Donc, ça, c'était une des premières choses quand vous animez une réunion. Bon. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est d'abord de voir les bases de gestion du temps, mais ça, vous en connaissez beaucoup. On va aller plus vite parce que vous êtes eux-mêmes des experts aussi. Et le second point, c'est de voir ce que vous pouvez faire pour vous, dans votre organisation, et ce que vous pouvez du coup faire également pour vos clients. Il faut savoir qu'un des premiers points, en tout cas en ce qui me concerne, que je travaille avec les personnes que j'ai coachées, donc j'en ai 10, j'ai eu 10 entreprises, j'en ai 8 pour le moment, eh bien, la première chose qu'on travaille, c'est toujours la gestion du temps. On s'aperçoit très rapidement, quand on prend une personne en coaching, que sur à peu près 20% de son temps, il y a une possibilité d'amélioration, excusez-moi, de 20% de son temps, rien que par une organisation plus optimale. Vu qu'on va leur demander de travailler sur leur entreprise et non plus seulement dans leur entreprise, et que l'objectif c'est de travailler moins pour gagner plus, j'espère que tout le monde a ce propos-là en tête. Évidemment, la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord les aider sur leur gestion du temps et leur organisation. Et ce qu'ils vont faire chez eux, ils vont bien sûr le répercuter après chez leurs collaborateurs. Et donc, vous avez un gain également de productivité qui arrive assez rapidement. Donc ça, c'est le premier point, c'est le chapeau. Alors maintenant, comment faire? Donc là, quelques points de réflexion sur la gestion du temps. Alors, je ne vais pas vous faire tous les exercices que je fais, parce que sinon, on n'aurait pas 1 heure et demie. Donc, il n'y aura pas une aussi grande interactivité que je le voudrais. Sachant que dans une journée, on peut poser ce genre de choses, 200 à 300 questions, et que c'est les participants qui répondent, non pas des questions qui sont posées après à l'animateur, n'est-ce pas, Xavier? C'était juste un sous-entendu. Donc, ce que je vais tâcher de faire, c'est vous expliquer comment je fais certains exercices que vous pouvez faire aussi avec vos clients, sans forcément les faire. Il y en a un, en revanche, je vous ferai tous participer, c'est sur la tenue de votre agenda. Alors, la première chose que je fais en général, je m'amuse à faire un exercice, alors vous pouvez le faire en même temps, mais je vous l'explique parce que sinon c'est trop long, c'est que je leur fais tracer, alors il faut que je prenne mes lunettes bien sûr, parce qu'à chaque fois je me trompe entre le cercle et le carré. Voilà, quoi? J'ai plus de 40 ans? Oui, pourquoi? Ah oui, j'ai plus de 40 ans, c'est à 45 que je les ai pris. Oh putain, c'est pas possible. Je leur demande de représenter par un cercle le volume, le temps plutôt qu'ils veulent consacrer à leur travail. Et ce cercle représentant pour certains 8 heures, pour d'autres 10 heures, par exemple. Ensuite, je leur fais tourner la page, c'est un exercice amusant, mais c'est juste pour que vous compreniez un peu le concept. Et je leur dis, maintenant, vous allez, tout en gardant globalement, mais sans le regarder à peu près la même proportion, vous allez tracer le carré de vos activités. Qu'est-ce qui représente en volume? Qu'est-ce qui représente en volume vos activités? Et bien sûr, l'idéal, vous comprenez bien, c'est de faire tourner et de mettre les deux ensemble. Et de quoi on s'aperçoit? Il y a des carrés qui rentrent dans le cercle, je dis tant mieux, c'est bien, vous allez nous apprendre quelque chose. Mais souvent, bien évidemment, vous le comprenez, le carré sort largement du cercle du temps qu'ils veulent consacrer à leur vie professionnelle. Alors pourquoi on parle de cercle et de carré? Parce que si vous voulez faire rentrer le carré de vos activités dans ce cercle, évidemment, c'est au détriment de quoi? Oui? Des autres cercles que sont par exemple la vie perso et le sommeil. Alors il faut comprendre une chose, c'est qu'on a tous un cercle de 24 heures. Et s'il y a une seule démocratie dans le monde, c'est bien celle-là, c'est que nous avons tous 24 heures de temps devant nous. Donc la chose que nous ne devons accepter de personne, c'est la personne qui vous dit « je n'ai pas eu le temps ». Ça n'existe pas. Vous ne devez accepter ça de personne. Le « je n'ai pas le temps » n'existe pas. Il n'a pas mis ça en priorité, on est d'accord? Mais il a eu le temps. Le temps, c'est une démocratie. Donc tout le monde en fait ce qu'il veut. Le copain que vous croisez dans la rue au bout de 6 mois et qui dit « oh, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de te rappeler ». Bon, vous savez très bien qu'a priori, c'est pas tellement un copain. Donc ce « je n'ai pas le temps » n'existe pas. Alors ça, c'est la première chose. En revanche, donc, si vous voulez augmenter, je reviens à mon cercle de la vie privée, c'est évidemment au détriment des autres cercles. Alors, quelles sont les possibilités? Il y en a plusieurs. C'est de diminuer la taille de votre carré d'activité. Et là, il y a plusieurs façons de le diminuer. Soit d'enlever, premier, des activités, c'est le plus simple, okay, on en enlève. Soit, et c'est souvent ce qu'on travaille en gestion du temps, de diminuer la taille des carrés pour que le carré global soit toujours le même. J'ai un peu de mal entre le cercle et le carré.
Alors le cercle, c'est une excellente, tu as tout à fait raison d'intervenir. On va être clair. Voilà le cercle à peu près de ta vie. C'est-à-dire que ta vie est composée grosso modo en 3 parties. Ta vie privée, ta vie professionnelle, ton sommeil. Alors on n'est pas tous égaux devant le sommeil, je suis d'accord. C'est le seul point sur lequel nous ne soyons pas égaux. Oui, je me sers encore de rétro, c'est ça que tu veux dire? Eh oui. Pourquoi? Alors, juste une question que ça m'est déposée. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple, parce qu'on est interactif en formation. Donc, c'est-à-dire que tu notes ce que disent les participants. Et puis, tu les fais travailler. Je vais vous faire travailler, d'ailleurs, sur ce rétro dans un instant. Chacun va venir avec son truc. Bon, donc, vous allez voir pourquoi. Donc, c'est le seul moyen. Sinon, vous tournez le dos en étant sur le paperboard. Ce n'est pas l'idéal. Voilà. Ma question, c'est que dans l'exercice, le cercle, c'était les heures de travail. Et le carré, c'était... Le cercle, c'est les heures. Et le carré, c'est le volume d'activité. Donc, si tu décides, par exemple, d'avoir un cercle de 10 heures de travail et que tu as, grosso modo, un volume d'activité pour 12 heures, il y a un problème. Ton carré ne rentre pas dans ton cercle. Ça va? OK. Alors, ce que je vous propose, c'est de voir comment définir et décider des cercles de notre vie. Alors, j'aimerais qu'en une phrase, vous me notiez quelle est la définition pour vous de la gestion du temps. Et c'est une phrase que je vous aide, que vous pourriez dire à la fin de votre journée de travail. Chacun note en une phrase ce qu'est pour lui la définition de la gestion du temps, phrase qu'il pourrait prononcer donc à la fin d'une journée de travail. Allez, chacun note une phrase. Donc en une phrase, tu notes ce qu'est pour toi la bonne gestion de ton temps, la définition de la gestion du temps, et que tu pourrais dire à la fin de ta journée de travail. Je vous aide en vous disant tout ça. C'est pour qu'on aille plus vite. Allez, chacun la note. Alors, je n'ai pas interrogé tout le monde. Normalement, j'interroge tout le monde. Allez, c'est Frédéric, je crois, c'est ça? Non, c'est Hervé. Hervé, vas-y. La gestion du temps, c'est arriver à faire tout ce qu'on a planifié pour la journée. C'est arriver à faire tout ce qu'on a planifié. François, Guin. D'avoir terminé à l'heure ce qu'on avait prévu. Ce qu'on avait prévu. C'est vrai que vous êtes tout de même des très bons. Allez, Stéphanie. J'ai mis avoir terminé les tâches planifiées. Avoir terminé les tâches planifiées. Bon, c'est tout simple. Effectivement, vous êtes tous bons. J'ai nettement des moins bonnes réponses avec, bien sûr, les gens que j'ai en gestion du temps. C'est faire ce que j'ai décidé de faire. Donc, planifier, faire ce que j'ai décidé de faire. Alors, oui, mais c'est ce que vous avez dit en disant j'ai planifié. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a d'important dans cette phrase? C'est bien sûr le fait de le faire. On va voir quelle est la relation à l'action. On verra la définition de l'action. Et puis surtout, le mot le plus important, vous le devinez, c'est le mot décider. C'est-à-dire que nul ne décide pour moi dans la gestion du temps. On ne va pas avoir l'occasion de parler du téléphone, des emails, ça on n'aura pas le temps. Mais en clair, vous voyez ce que je veux dire, quand nul ne décide pour moi, je décide. Oui, Georges? Mais est-ce qu'on s'arrête à cette définition? Parce que si je décide de faire n'importe quoi, est-ce que je vais bien longtemps? Si tu décides, oui. Après, il faut gérer en fonction des priorités. On va voir les... Voilà. Voilà, mais ça on va le voir après, les priorités. On va gérer quelle chose. Mais ce qui est important, c'est que tu es décidé. Si tu as envie de t'amuser pendant toute une journée, plutôt que de travailler, c'est ton choix. Si j'ai décidé encore une fois de ne pas faire des choses qui pourtant devraient être des choses prioritaires, et si je n'ai pas atteint mes résultats, c'est que tu as besoin d'un coach. Non, sérieusement, si tu as décidé de le faire, chacun ses choix. On verra après les choix de vie. On verra, Georges. c'est une bonne gestion du temps. Oui, bien sûr, Georges, bien sûr. Et on va lire un texte dans un instant qui te montrera d'ailleurs que les choix, et d'ailleurs, si vous reprenez exactement ce qu'a dit Vic ce matin, si mes souvenirs sont bons, il a dit que la notion n'était pas la même pour chacun de l'équilibre de vie. Vous vous souvenez? On a parlé de l'équilibre de vie ce matin. C'est exactement ta question, elle est relative à ça. Chacun n'a pas la même définition de ses objectifs, de ses priorités. Georges, tu vois? Je réponds à ta question plus ou moins en te répondant ça. Mais bon, on va aller dans le plus précis après, hein, bien sûr. Alors justement, je rebondis sur ce que vient de dire Georges. Alors, le matin, on se lève, ok, on va au boulot, tout ça, on arrive et on va décider. On va décider de ce qu'on va faire et des priorités que l'on va faire. Alors, on va voir ensemble ce qu'on appelle les 4 piliers du temps. Les 4 piliers du temps, c'est-à-dire les fondamentaux pour prendre des décisions. Donc, ça revient à ce que dit Georges, mais on ira encore plus dans le précis après. Ces 4 piliers du temps commencent d'abord par une question. Donc j'ai plusieurs choses à faire. J'ouvre mon organiseur, j'ouvre mon email, j'ouvre tout, et je me dis, allez, qu'est-ce que je dois faire dans la journée? Donc quelles sont les questions préalables que je dois me poser pour gérer l'ensemble des activités que j'ai à faire qui sont devant moi? Quelle est la première question à me poser?
Et ce qui est important, la réponse, c'est donc c'est d'abord une question qui n'est pas une question fermée. Alors je vous déconseille de poser des questions fermées parce que c'est un peu basique, oui, non. Alors bon, donc ça veut dire qu'on se pose quoi comme... Voilà, c'est le qu'est-ce qui est important. C'est donc le quoi. La première, c'est le quoi. J'ai des tas de choses à faire. Eh bien, par quoi, effectivement, qu'est-ce que j'ai à faire? Quelles sont les priorités? C'est ce que dit Georges. Et après, je vous donnerai même une carte mémo là-dessus. Vous allez avoir de la chance, vous allez avoir des cartes mémo. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire dans tout l'ensemble? Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce qu'il y a à faire ou pas faire? Est-ce que c'est du golf ou c'est autre chose? OK. Deuxième pilier. Encore une question. Laquelle? Toi, tu connais. Toi, tu l'as vu avec moi. Me bouffe pas mon truc. C'est bien sûr. Alors, bien sûr, merci. La plupart des personnes, bien sûr, quand vous demandez la première question, en général, répondent. Et sur la deuxième question, qu'est-ce qu'ils vous disent souvent? Quand. La plupart vous répondent à 90% quand. Et vous leur dites, mais non, ce n'est pas le quand. La première question à se poser, c'est qui doit le faire? Est-ce que ça leur relève réellement de moi, de ma responsabilité? Donc la deuxième question n'est pas le quand. La deuxième question, c'est le qui. Qui doit la faire? Est-ce que c'est réellement à moi de la faire? Est-ce que j'y ai une valeur ajoutée? Est-ce que vu ce que... Ça, c'est un problème que je travaille beaucoup en entreprise. Est-ce que vu ce que je me paye, par exemple, est-ce que réellement j'ai une valeur ajoutée par rapport au salaire que je me verse à faire ce genre de choses ou quelqu'un d'autre pourrait le faire? Ça, vous demandez des raisonnements du paiement à l'heure d'un dirigeant, c'est assez pertinent en général. C'est le qui. Troisième question, là on y est tous, c'est lequel? C'est à moi de le faire. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est le quand. Troisième. Non, c'est pas le comment. C'est le quand. Quand. Et là, bien sûr, le mot, c'est que si c'est à moi de le faire, eh bien, je dois immédiatement planifier. Donc, c'est la planification. Et arrêtez de penser que le quand, c'est immédiat. On est dans un monde de l'immédiateté en ce moment. On ne se pose même plus la question de la planification parce qu'on veut tout faire immédiatement. Et ça, c'est le plus grand piège en gestion du temps. Et le monde dans lequel on est, aussi bien du téléphone, du portable que du mail, c'est qu'on ne planifie plus. On n'est plus qu'en réactivité et plutôt en proactivité. Donc la planification. Alors, le quatrième pilier, et celui-là est bien sûr un pilier très important, c'est qu'ici on est sur un raisonnement tout à fait factuel, structurel et hors de tout sentiment. Et évidemment, le quatrième pilier, c'est celui qui vient tout contrarier. C'est celui dont a parlé Vic ce matin d'ailleurs aussi, c'est lequel? Oui, vas-y. Le plaisir, tout à fait Stéphanie, le plaisir. Le plaisir, c'est celui qui fait que des personnes vous disent « Moi, je commence toujours ma journée par ce que j'abhorre le plus, ce que je déteste le plus, je commence parce que du coup, je m'oblige à commencer par cela. » Comme il y en a d'autres qui vous disent « Ah, moi, je commence ma journée par les choses que j'aime le plus. » Eh bien, ni l'un ni l'autre n'ont raison. C'est une bêtise, l'une comme l'autre des réponses. C'est je commence effectivement par mes priorités en fonction de la valeur ajoutée, en fonction de ce qu'on vient de voir à l'instant, du quoi, du qui et du quand. Et je vais gérer mes priorités en fonction du retour sur investissement de mon temps. On va y venir dans un instant, je vais vous donner des éléments là-dessus. Oui ? Tu ne tiens pas compte, par exemple, quelqu'un qui n'est pas tellement du matin, qui a du mal à se mettre en route, pourquoi il commencerait par un... Alors ça, c'est un autre facteur, Stéphanie. C'est pas savoir, c'est ce qui doit être fait en premier pour... Alors, je vais vous prendre un exemple très rapide de priorité. Je te réponds, t'inquiète pas. Je vais vous prendre un exemple très rapide. Vous avez en ce moment une entreprise qui a des problèmes de trésorerie. Il a 10 tâches à faire. Bon, c'est un test qu'on fait. J'ai des trucs avec 10 tâches. Je lui dis quelles sont les priorités. En fonction du moment où se trouve l'entreprise, la priorité sur un mois n'est pas la même que sur l'autre mois. Là, j'ai plusieurs cas, par exemple. Le type doit récupérer de l'argent alors qu'il a problème de trésorerie, c'est bien sûr la première. En revanche, s'il a de trésorerie et que tout va bien, sa première démarche est peut-être de féliciter son collaborateur qui a décroché un contrat. La motivation de son collaborateur passe avant, sans doute, que de récupérer de l'argent à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas toujours les mêmes priorités qu'on a. Elles doivent être en fonction de la vie de l'entreprise et en fonction, bien sûr, de la valeur ajoutée de la personne. Ça te donne déjà une orientation. Maintenant, secondo, par rapport à ce que vient de dire Stéphanie, sur le fait que le matin, la personne est en forme ou pas en forme, effectivement, une des choses dont on ne tient pas compte, j'en discutais ce midi, je ne sais plus avec qui, avec certaines personnes, oui, tout à fait, c'est de tenir compte d'une variable qui est celle de notre biorhythme. Il est évident que le biorhythme est quelque chose de fondamentalement important. On n'a pas le temps de travailler là-dessus, mais c'est une question intéressante. Le biorhythme, grosso modo, juste pour avoir une... On n'est pas du matin, mais à 9h du matin, je pense que tu es tout de même... À 7h peut-être pas, mais à 9h, tu es tout de même plutôt bien, non? Ah non, je ne parle pas de moi. Ah, tu parles pas de toi? J'ai un client, par exemple, Ouais. qui se couche tous les matins à 3h
Ah oui, s'il se couche à 3 heures, À 11 c'est... heures, si tu veux. Bah, tu considères que sa journée commence à 11 heures à lui. Oui, Voilà. bref, c'est pour dire que les rythmes sont Alors, il faut savoir que les rythmes biologiques sont fonction, bien sûr, de la nature, du fait qu'il y ait le soleil ou pas le soleil à nuit, etc. Mais il faut savoir qu'on a des cycles à peu près naturels. Donc, si vous vous réveillez, on va dire qu'au bout d'une heure et demie de réveil, vous êtes normalement au top, donc je le disais ce midi, vous êtes à peu près au top de vos capacités pendant 3 heures. Si vous commencez votre travail, par exemple, vous levez à 7h30, vous commencez votre travail à 9h, là je fais très rapide parce que ce n'est pas le sujet, mais à 9h, vous êtes quasiment sur une échelle de 10, vous êtes quasiment à 10, de 9h jusqu'à midi. Après, vous avez une courbe descendante jusqu'à 15h30, 16h. C'est des biorhythmes assez connus. 15h30, 16h, ça descend. Ça descend parce qu'à partir de midi, il y a la fatigue qui se cumule et puis il y a le fait d'avoir faim, donc la fringale qui arrive. Et après, il y a la machine qui se met en route de la digestion après le déjeuner, qui vous prend beaucoup d'énergie. Et vous avez une remontée après qui se fait vers 16h, qui se fait grosso modo jamais à 10, donc pas autant que le matin, qui fait sur à peu près à 8, sur l'échelle de 10, à 8, et qui dure jusqu'à grosso modo 18h, 19h, ça dépend de l'individu, la résistance à la fatigue, et qui redescend après. Parce que là, il y a le cumul de fatigue qui se fait. Bon, c'est un point que je travaille beaucoup en biorhythme avec certains des coachés. Je leur dis, pourquoi est-ce que vous allez ouvrir vos mails à 9h? Au moment où vous êtes le plus performant, tous les mecs ouvrent leurs mails à 9h. Sans compter ceux qui le font au fil de l'eau, dès qu'ils entendent un bip. Alors ça, faites éliminer chez vos clients. Les bips, c'est un des premiers trucs à faire éliminer. On arrête les bips. Il y a des heures précises où on ouvre les mails. Est-ce que vous ouvrez, je leur disais il y a quelques années, vos courriers toute la journée? Et d'ailleurs, est-ce que c'est vous qui les ouvriez? Eh non, c'était les secrétaires. Eh bien, on délègue à la secrétaire aussi l'ouverture des emails. Moi, j'ai fait ça pendant des années. Elle m'en éliminait, elle répondait d'ailleurs aux 3/4, et j'avais plus que ceux qu'elle m'avait sélectionnés. Et donc, ça veut dire quoi à ce moment-là? Ça veut dire qu'on va ouvrir à des heures bien précises les mails 2 fois dans la journée. Et ça, c'est l'agenda par défaut, dont on va parler dans un instant, y compris les rendez-vous avec les collaborateurs, etc. Et ça permet effectivement de gagner du temps. Alors les gens disent, oui, mais c'est à 9 heures. Je dis, c'est pas à 3 heures près que ça va faire une différence. Si vous faites ça régulièrement, finalement, ça sera toutes les 24 heures ou toutes les 12 heures si vous le faites régulièrement. Donc ça, c'est un autre point. Donc j'ai répondu à ta question, Stéphanie? Oui, je vais vite? Je vais trop vite, mais j'essaye. Je me dis que j'essaye de vous passer un maximum d'infos en peu de temps. Philippe? J'ai pas bien compris le quatrième point de plaisir, et finalement tu reviens sur le retour sur investissement prioritaire. Oui. Comment contrarier le plaisir? Tu ne tiens pas compte du plaisir? Si, non. Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, le plaisir est le 4e pilier qui vient détruire les 3 premiers. Ça veut dire que tu dois essayer de faire en sorte d'être sur les 3 premiers. C'est-à-dire que tu dis, je ne tiens pas compte dans ma préparation du fait que j'aime ou que j'aime pas ce que je dois faire. Je n'en tiens pas compte. Je ne tiens compte que de la valeur ajoutée qu'a la chose et je ne tiens pas compte à ce moment-là du plaisir. Alors, ça ne veut pas dire que je ne fais pas des choses par plaisir. On va voir après le tableau de Ninsberg dans un instant, qui répartit cette notion-là. Juste une question. Est-ce que ma efficacité dépend pas de mon plaisir? Est-ce que ma rentabilité, efficacité par rapport au plaisir que je prends est pas de compte? Bien sûr, ton prénom c'est Francisca. Bien sûr, Francisca. Bien sûr que tu feras beaucoup mieux des choses que tu fais par plaisir, c'est évident. Le problème, je vais te prendre un exemple. Tu aurais plaisir, tu es mariée, Francisca? Voilà. Ok. Tu aurais plaisir à aller, par exemple, à Venise avec ton mari. On est d'accord, ça c'est l'objectif donne du plaisir. Organiser le voyage, tu es d'accord avec moi, c'est déjà moins de plaisir. Tu veux, bon, pour certains, pour d'autres, bon, peu importe. En tout cas, pour certains, il y a moins de plaisir dans l'organisation du voyage. Tu es d'accord avec moi? Donc, ce qu'il faut concevoir, c'est que quand tu as un objectif, et ton objectif c'est quoi? C'est des dirigeants d'entreprise pour nos dirigeants, il y a des parties qui sont du plaisir et des parties qui n'en sont pas. Et il faut leur faire comprendre que pour pouvoir avoir parfois des objectifs de plaisir, travailler moins pour gagner plus par exemple, il va falloir passer au départ par des choses qui ne font pas plaisir. Donc je réponds à ta question en disant, il ne faut pas le gérer en fonction du plaisir, tu peux le faire, mais si tu le fais, tu risques de tomber dans une chose trappe. Si je dis en coaching, je te ferai prendre du plaisir, les choses que tu détestais, pour qu'ils te passent plus facilement. Alors, c'est possible. Maintenant, c'est à force de pratiquer. Regarde ce que disait Vic ce matin. Il disait, au départ, je détestais parler en public, si vous avez bien entendu ce qu'il a dit, et maintenant, je pense qu'il y prend du plaisir. Donc, effectivement, quand tu pousses les gens à faire des choses, ils vont forcément, à force de l'habitude, y trouver du plaisir. C'est comme le geste au tennis, au fur et à mesure que tu pratiques, tu trouveras plus de facilité. Et c'est pareil, le plaisir va venir, effectivement, à force de la pratique. Mais au départ, tu dois te contraindre. Au départ, tu ne vas pas, toi, même coach, inventer tout de suite que ça soit du plaisir pour lui. C'est à force de se contraindre et de voir surtout les bénéfices de son action. Surtout. J'ai répondu? J'ai répondu à la question? Alors, ce que je vous propose, bien sûr, aussi, c'est de se poser une question sur ce qu'on appelle les carrés flottants. Vous savez, c'est ceux qui ne sont pas gérés, qui ne sont pas décidés et qui arrivent à n'importe quel moment. Alors, les carrés flottants, vous avez, là aussi, je ne vais pas faire d'exercice, normalement, il y a un exercice.
vous avez plusieurs possibilités face à des carrés flottants qui vous arrivent impromptus. Soit, beaucoup de personnes le font, ne rien décider. Et qu'est-ce qui se passe sur les bureaux? C'est que vous voyez les papiers passer de gauche à droite, et puis le lendemain, de droite à gauche. Je pense que vous avez déjà vu ça dans certains bureaux. C'est-à-dire, on ne décide pas, tiens, c'est vrai, il faudrait que j'y travaille. C'est vrai, il faudrait que je m'en occupe. Non, vous ne l'avez jamais vu, c'est bien, Jean-Claude. Pas sur le tien, c'est bien, Jean-Claude. Ok, très bien. Et donc, ça, c'est la première possibilité, c'est rien décider. Deuxième possibilité, c'est dire non. Le meilleur élément de gestion du temps, c'est cet outil-là. C'est le meilleur, et ça le restera toujours, élément de gestion du temps. C'est la poubelle. Savoir mettre à la poubelle, savoir renoncer. Savoir renoncer. Si on accepte tout, alors là aussi, il y a un énorme travail qu'on fait aussi en gestion du temps, et moi que je fais avec mes coachés, c'est le circuit d'information. C'est retravailler tout leur circuit d'information d'entreprise. Et le circuit d'information, je vous donne quelques éléments, mais je vous donne beaucoup d'éléments, j'essaie en un peu de temps. C'est quoi? C'est de se poser la question, qui a besoin des informations que je possède pour travailler et produire? Et moi, pour diriger mon entreprise, de quelles informations j'ai besoin? Et il faut faire le travail entre deux types d'informations, ce qu'on appelle l'information utile et l'information indispensable. L'image, elle est simple. La roue de secours est utile. La quatrième roue est indispensable sur une voiture. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'en fait, par confort, beaucoup d'entre nous, nous nous abreuvons d'informations et nous ne faisons pas la différence entre l'information utile et indispensable. Ce qui fait qu'en termes d'efficacité, c'est abominable. Donc c'est pareil dans un circuit d'information en entreprise. Il faut se poser la question de la différence entre l'utile et l'indispensable. Refaites faire les circuits d'information dans votre entreprise de coacher, vous allez voir, c'est absolument incroyable le gain qu'on peut avoir, le gain qu'on peut leur faire trouver. Donc ça, c'est un point aussi, très rapidement, donc c'est et ça fait renoncer. Quel outil, François, tu utilises pour retravailler les circuits d'information avec les clients? Je leur fais, alors j'ai des cartes mémo, j'ai pas mal de choses, mais entre autres, juste pour faire plus simple, je leur fais travailler pendant d'une semaine à l'autre, eux d'abord, parce que ça commencera toujours par le dirigeant d'entreprise, et après ce qu'il va faire pour lui, il va bien sûr l'appliquer pour ses collaborateurs. Donc je commence toujours sur le dirigeant d'entreprise, et je lui dis, toi, de quelle information tu as besoin? Et d'ailleurs, ça te permet de savoir s'il travaille sur son entreprise ou plus dans son entreprise. Rien que ça, quand il te dit les informations dont il a besoin, ça te permet de voir s'il a 90% à travailler dans son entreprise ou alors s'il est plus à travailler, si c'est 30%, c'est déjà pas mal, à travailler sur son entreprise. Donc de quoi tu as besoin, toi, pour fonctionner, pour produire? Et vous apercevez d'ailleurs, donc tu fais faire le listing, tu travailles avec lui sur ce listing, bien évidemment, parce que tu lui poses des questions sur ce qu'il t'a donné. Et puis tu lui dis qui a besoin de ton information et comment tu la décernes. Après, quels sont les tuyaux que tu utilises. Alors là, c'est réunions, emails, etc. On va parler des réunions aussi. Je vois le temps qui passe, beaucoup de choses à voir. On va parler aussi des différences entre les trois types de réunions. Et en France, on est du genre à mélanger un peu l'ensemble. Donc aussi, par quel type de communication tu les décernes, ces informations. Donc ça, c'est la première chose que je fais. Mais je travaille, ce n'est pas un travail qui sort d'une séance de coaching à une autre. Hein. C'est quelque chose qui dure beaucoup plus longtemps. Hein. J'ai répondu en partie à ta question. Ok. Je ne peux faire qu'en partie. Alors, donc, on y vient. On continue. Je vais passer ça. Ça, je vous donne des éléments et je vais vous faire lire ce texte que je vous ai préparé. Hop, voilà. Je vais vous donner quelques-uns chacun, chaque table. Voilà. Tiens, tu fais passer. Passer par là. Hop. Tiens. Allez. C'est un petit texte amusant. Ah, t'en as pas? Qu'est-ce qu'il y en a en trop? Tiens, passe. Tiens, je te donne un original, toi. De la chance avec la couleur. Je fais les photocopies ce matin. Alors, vous vous souvenez que ce matin, il en manque? Allez. Qui en a en trop? Personne? Ah bon. Ok, c'est bien. Allez. Vous vous souvenez que ce matin, Vic nous a parlé de l'équilibre de vie. Et c'est pour ça que j'ai fait une photocopie. Je suis désolé sur noir et blanc parce que je l'ai fait au dernier moment. Du coup, et donc c'est pour ça que je voudrais vous faire lire un texte par rapport à ce que Vic avait dit. Et c'est aussi une des bases de la gestion du temps. Alors on va demander, eh bien, à mon coach préféré, François Sanson, de lire le texte. Il est 18h, dans 15 minutes, son avion d'école pour le continent. Normal que le businessman, coincé en centre-ville, commence à traiter la navette pour l'aéroport de tous les noms d'oiseaux.
Incrédule, outré, franchement énervé, il avise soudain un chauffeur de taxi local en suractivité manifeste. Il prend l'apéro au soleil. Avec quelques difficultés, l'homme pressé le convainc de l'emmener à l'aéroport. Désorienté par le peu d'empressement du Corse à chercher le client, le businessman entame la conversation. Vous savez qu'en décalant votre apéro, vous aurez sûrement beaucoup plus de clients. C'est sûr, mais pourquoi le ferais-je? Pour gagner de l'argent au lieu de faire des affaires. Qu'est-ce que je ferais pour cet argent? Interroge faussement naïf le chauffeur. Vous achèterez d'autres taxis, vous monterez votre propre boîte, gagnerez encore plus, investirez dans d'autres entreprises, bref, vous deviendrez un patron indépendant et libre. Le programme, et après, vos collaborateurs travaillent pour vous, vous prenez tranquillement l'apéro au café dont je vous ai tiré tout à l'heure. Vous êtes vraiment trop fort. Juste une question avant de devenir riche et libre. Pourquoi me fatiguerais-je à faire tout ça pour arriver à la situation actuelle? Comptez sur moi pour retourner finir mon verre avec mes amis, plutôt partager caisse dans la vie. Petit texte. Bien sûr, vous le devinez, c'est un élément essentiel de la gestion du temps. C'est lequel? Non, c'est pas délégué. C'est quoi? C'est le pourquoi. C'est le pourquoi. Quelles sont les choses importantes pour moi dans la vie? Je cite souvent cette anecdote, parce que c'est vrai, quand j'ai créé mon entreprise, j'avais 40 ans, mes enfants étaient jeunes, vu que je me mariais tard, j'avais donc 3 filles en bas âge, donc la dernière devait avoir 2 ans, l'aînée devait avoir 6 ans. J'ai pris l'engagement auprès de mon épouse à l'époque, et je lui ai dit, je m'engage personnellement, et ça ne changera rien, de salarié à créateur d'entreprise, ça ne changera rien. Je rentrerai tous les soirs à 19h30 pour faire la lecture près du lit de mes filles, comme je le faisais d'habitude. C'était une priorité. Pourquoi? Parce que mes enfants n'ont pas demandé à naître. Donc dans ma vie, c'est ma priorité. Alors, je dis ça à des clients, d'ailleurs, ce que je suis en train de vous dire. Le deuxième, jusque-là, c'était ma femme. En seconde, c'est en train de changer. En troisième, c'était mes collaborateurs. Et en quatrième, ce sont mes clients. Pourquoi? Parce que mes enfants n'ont pas demandé à naître, ils sont là, c'est moi qui les ai forcés à venir. Ma femme, elle est déjà plus libre de me quitter que mes enfants, elle est moins dépendante de moi. Mes collaborateurs sont aussi encore plus indépendants de moi, et puis mes clients, alors c'est encore plus facile pour eux. Donc si on est logique, et en gestion du temps, d'ailleurs c'est un point qu'on travaille, on ne devrait jamais remettre un rendez-vous avec un collaborateur, ce que je dis à des clients, quand on a un rendez-vous par exemple sur les entretiens de développement annuels, semi-annuels, on présume qu'on en fait plutôt 2 fois par an qu'une fois par an, eh bien, il vaut mieux effectivement tenir ce rendez-vous plutôt que d'aller voir un client qui tout d'un coup vous a demandé un rendez-vous. Moi, je suis effaré par le nombre de personnes qui ne disent pas au client « Attends, monsieur, j'ai déjà un autre engagement, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une autre date ?» Non, ils disent « C'est le client, donc je donne le rendez-vous. » Ça, c'est une mentalité abominable de ce côté-là. Non, la priorité, c'est le collaborateur. Le collaborateur peut vous faire perdre ou gagner de multiples clients. Là, c'en est qu'un seul. C'est dur ce que je dis, mais si on réfléchit avec du recul, c'est vrai. Donc c'est aussi, et c'est certainement plus important. Et c'est la différence aussi d'être yes man, au téléphone on répond tout de suite, on veut tout de suite répondre. Carrément, c'est d'autres personnes qui gèrent ma vie et qui décident pour moi. Donc il faut d'abord que je me connaisse moi-même. Le conseil que vous pouvez donner aussi à vos coachés, c'est de faire ce qu'on appelle un entretien d'auto-évolution. Et ça, je leur donne. Alors bon, là je ne l'ai pas pris, mais il y a un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie? À quoi je tiens le plus? Qu'est-ce que je pourrais dire de ma vie quand j'aurai 70 ans en la regardant en rétroactif? Qu'est-ce que je pourrais pouvoir en dire? Des choses essentielles comme celles-ci vont... Et qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Pourquoi je ne le fais pas? La peur de l'échec, bon, là c'est des choses aussi qu'a abordé Vic ce matin, si vous vous souvenez, ce genre de choses. Donc pourquoi je ne fais pas la chose? Mais c'est clairement être plus en accord avec vous-même par rapport à ces valeurs. Donc ça, ce sont des questions fondamentales, effectivement aussi, et c'est aider nos coachés que de leur faire poser la question à travers cette auto-évolution. Alors, j'aimerais maintenant vous parler toujours dans la gestion de nos activités. Vous connaissez tous la cible qu'on a, Action Coach. Vous vous souvenez, important, urgent, vous voyez tous cette cible, je ne la montre pas, je suis désolé. Je vais vous montrer, moi, quelque chose qui me plaît plus. Heureusement, il n'est pas là, Vic. Et ce qui me plaît plus, c'est le tableau de Mintzberg. Alors, je vous le montre et je vais vous faire travailler dessus. Le tableau de Mintzberg, voilà, c'est un tableau en 4 parties qui, effectivement, définit sur une base de 100%, et je vous donnerai les résultats de ce qu'a fait Mintzberg avec des dirigeants N, N-1, N-2 dans les entreprises, aussi bien au Canada, il faut savoir que c'est un chercheur du Canada et qui travaille aussi à Sophia Antipolis. Donc, de ce qui est, bien sûr, dans cette case, fait dans l'urgence et qui est important. Dans cette case, ce qui est fait dans l'urgence et qui se révèle souvent après coup non important. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est fait ici dans la planification, c'est-à-dire important et pas fait dans l'urgence, donc dans la planification, et ce qui est ni urgent ni important. Je vais vous demander de remplir, de faire ce carré sur une base 100. Vous, déjà, à titre personnel, est-ce que vous estimez
être une base-sang de votre occupation, de vos journées professionnelles, bien sûr. Allez, je vous laisse remplir. C'est bon? On va faire ça très rapidement, tout de même. Je ne vais pas faire tout le monde, je vais un peu au hasard. Allez, je vois Pascal qui me regarde. Pascal, vas-y, dis-moi ta première case, donc celle-là en haut. Vas-y. 30%, ensuite 60, ensuite 5 et 5. OK. Monsieur Mouton. Sieur Mouton. Thierry, vas-y. La première ici. Je dirais 10, 85. Non, 10, 80, 5 et 5. 5 et 5. OK. Et je vais demander à Francesca. Moi, c'est 10, 20. Alors, 10, 10, 20, 20 et 50. Alors, je vais juste prendre les deux derniers et puis on va s'arrêter là. C'est tout de même énorme, ça. Hein. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont ni urgentes ni importantes. Bon, tout de même, ça fait beaucoup. Je vais juste vous dire, c'est le plaisir. C'est le plaisir. Alors, bon, le plaisir, et selon Mintzberg, se résume, grosso modo, pour la plupart d'entre nous en moyenne, à 5%. À 5%. Ce qui est intéressant dans le résultat, et je vais vous les donner, dans le résultat de Mintzberg, c'est qu'on retrouve une loi que vous connaissez tous, qui est la loi de Pareto. Alors voilà, c'est la loi des 80-20. Et en fait, selon les enquêtes que Mintzberg a fait, on a 40, 40, 15 et 5. Ça, c'est donc, je vous dis, N, N-1, N-2. C'est d'une grosse enquête qui avait été faite à l'époque. Donc c'est assez vieux comme résultat, mais bon, je pense que c'est toujours d'actualité. Donc vous avez la loi des 80-20, c'est-à-dire 80% des choses que nous faisons, nous les faisons dans l'urgence. Alors ça, c'est le premier problème. Donc 80% est fait dans l'urgence, on est bien d'accord. 20% est fait dans la non-urgence. Mais dans la non-urgence, il y a une partie qui n'est pas importante. Donc vous avez en fait que 15% d'efficacité, c'est-à-dire c'est la planification. Alors ce qui veut dire ici que bien sûr, c'est ce point-là, ici, qui devrait passer où? Il devrait passer où? Vas-y. Ah ouais, mais suivez ce que je vous dis là. C'est pas des bons élèves. Hein. François, il faut 21 jours pour changer une habitude. Alors... C'est dur. Hein. 2 heures, Ça va être court, 2 heures. Alors, bon, peu importe, là, vous avez les résultats de Mintzberg. Ça veut dire que ces 40% devraient passer où, normalement? En bas. On est d'accord, ils devraient passer en bas. Et ceux-là? Et ceux-là? C'est les carrés qui devraient disparaître. Et ceux-là, c'est les carrés qui devraient disparaître. C'est des choses qui ne sont pas importantes, qui se révèlent après coup, et je reviendrai après sur le choix des priorités par Georges, qui se révèlent après coup non importantes. Qu'est-ce qu'il y a, Guillaume? J'allais te dire que le 40% me paraissait trop, mais en fait, je le lisais à l'envers. Tu disais l'envers. Tu disais l'envers. Tu disais l'envers. OK. Elle n'est pas forcément très intuitive. Mais arrête, Eric, arrête. L'exercice des non importants et des oui urgents, Ouais. dans la pratique, m'a montré que c'était souvent aussi un problème de définition de la tâche. Bien sûr. Et de capacité. Et là, ici, ce que dit Marc est intéressant, et de capacité aussi à estimer la valeur ajoutée que j'ai et de ma mission, ce point-là. Mais ce point-là, ça c'est déjà embêtant, mais à la limite, ce point-là est encore plus embêtant, parce que le point important, et ça c'est un des points de base, il l'était dès le départ. Et je pense que vous connaissez tous des personnes qui attendent le dernier moment, et particulièrement, je vais vous prendre un exemple. L'exemple, moi j'ai formé beaucoup de gens, ils ne sont pas là, mais dans la pub, dans la communication. Et vous avez ce mot que vous entendez partout, alors qu'il vient au départ des architectes, je suis charrette. Hein. Vous connaissez l'origine du mot je suis charrette? Oui. Mais vous connaissez l'origine du mot charrette? Oui. C'est au départ les... Vas-y. Ah oui, je te l'ai dit. Ah, oui, C'est les architectes qui transportaient leurs plans sur des charrettes. Absolument, qui venaient avec des charrettes. Et ils disaient charrettes parce qu'ils devaient tirer la charrette pour aller transporter les plans des cathédrales à l'époque ou autres. Donc ils étaient sur des charrettes, les plans. Donc c'est pour ça que ça vient de là, je suis charrette. Bon, ok, on ferme la parenthèse. Alors, le point, c'est qu'on le savait depuis le début. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est de décider, on revient sur ce mot décider, dès qu'on a une mission, une chose à faire, je décide tout de suite, avec les 3 questions qu'on a vues tout à l'heure, quoi, qui et quand. Immédiatement, je décide et si c'est à moi de le faire, le quand, je planifie immédiatement.
Et ça ne passera plus de gauche à droite et de droite à gauche. C'est pour ça que les bannettes dans les entreprises, c'est à bannir. Les bannettes, c'est à bannir. Il n'y a pas de relation au temps. C'est pour ça que les post-it, c'est à bannir. Il n'y a pas de relation au temps. Ah, je me sers de mon ami Jean-Louis. Jean-Louis me dit, je lui ai corrigé un bouquin. Je suis désolé, je prends l'exemple, il s'est passé ce midi. J'ai corrigé un bouquin, un des nombreux bouquins avec des fautes d'orthographe. Vic n'est pas là, heureusement. Et puis j'ai dit à Jean-Louis, je te l'ai remis. Et qu'est-ce que tu vas en faire? Il me dit, je dois discuter. Et je lui dis, quand? Il me dit, je vais voir. Et c'est un des points de base. Il n'y a pas d'action sans relation au quand. S'il n'y a pas de date, s'il n'y a pas de quand, il n'y a pas d'action. Elle n'existe pas, l'action. Jean-Louis, je m'en sers. Hein. Oui, Eric. Est-ce que tu peux admettre que dans un premier temps, on liste des tâches, on fasse une to-do list avec des ordres de priorité et qu'ensuite, on les affecte à un agenda par défaut, Non. par exemple? Non. Ça va pas, ça? Non, il faut. Alors, on va parler de l'agenda d'un instant. Mais dès que tu as quelque chose, tu décides, effectivement, en fonction. Alors, on va parler de l'agenda, des blocs temps, etc. et de l'agenda par défaut, du temps qui te reste dans ta journée, qui est grosso modo, si tu es bien organisé, tu as 2-3 heures maximum qui te restent sur les 10 heures de travail, parce que tu as déjà des blocs temps qui sont déjà décidés à l'avance. On va y revenir. Donc, sur ces 2-3 heures, tu décides effectivement, tu sais. Tu écoutes téléphone, par exemple, toute action de moins de 30 minutes, moi je vais y revenir dans le détail, tout cela, tu vas l'affecter. Dès que tu as le truc, tu dis, tiens, je regarde dans mon agenda, je l'affecte là. Donc dès que tu l'as, tu l'affectes. Alors j'ai des papiers où moi je marque toujours, j'ai des papiers, j'ai un truc avec lequel je me rejoins, il y a date de l'info et date pour action. Dès que j'ai la chose à faire, ou l'idée qui me vient, tiens, il faudrait que je réfléchisse à cette chose, je marque date pour action, je marque et je le mets dans mon organiseur, là c'est encore autre chose, un organiseur personnel, oui. Excuse-moi, moi j'ai appris qu'on ne priorisait pas dans l'agenda. C'est pas dans l'agenda, je parle de mon organiseur, j'ai un organiseur moi. Comment je priorise mes tâches? Tu priorises, tu décides de les mettre en fonction des coups de téléphone à telle date, etc. Et au début de ma journée, je reprends l'ensemble. Alors moi, c'est avec encore des papiers aussi, je disais. Mais c'est le même concept si tu fais en informatique. Et je prends l'ensemble des activités que j'ai dans la journée, ou s'il me reste plus que 3 heures. J'intègre dans mes 3 heures le fait que j'ai 30% d'imprévu. Donc, en fait, j'ai plus que 2 heures d'activité réelle et je définis l'ensemble des choses que je peux faire dans ces 2 heures d'activité en prenant mon four plastique avec toutes mes activités le matin et je décide et j'affecte. Et je mets par priorité à ce moment-là. Tu vois? Et donc, si j'ai un truc de réflexion, par exemple, écrire à l'époque, quand j'écrivais des scénarios, il n'y avait rien qui m'y forçait, sauf si un client me le demandait. Mais par exemple, écrire un nouveau scénario, c'est vraiment pas une tâche urgente, mais c'est une tâche importante et ça pouvait faire de la vente en plus. Je me le bloquais dans des moments où j'étais d'abord le matin et je me bloquais 3 heures, j'avais un bloc temps de 3 heures de réflexion. Comme nos clients peuvent avoir des réflexions stratégiques, il faut qu'ils les bloquent à l'avance et ça doit être récurrent. Si je ne le faisais pas en récurrence, en bloquant, là je vais travailler 3 heures, parce que c'est des heures et des heures d'écriture, eh bien je ne l'aurais jamais fait. Et je m'obligeais. Alors le point, bien sûr, dans ces décisions que nous prenons, c'est aussi... Alors pourquoi les gens le font au dernier moment, à votre avis, la plupart des choses? Hein? Pourquoi la plupart des actions sont faites au dernier moment? Sont faites donc à 40% dans l'urgence, alors qu'ils le savaient depuis le départ que c'était important. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus le choix. Tout à fait. C'est parce qu'ils ont... Alors ils disent, je suis vachement... Les créatifs me disent, je suis vachement plus créatif quand je suis charrette. Quand je suis charrette. C'est une connerie. Si vous étudiez la créativité, elle ne vient certainement pas de la pression du temps, la créativité. Elle vient parce que les raisonnements se sont faits, parce qu'on a baturé. Écrivez un jour un papier de fond, écrivez-le, avant de l'envoyer 8 jours après. Pourquoi? Vous allez voir que vous allez corriger, vous allez améliorer, parce que dans l'inconscient, il est passé. Tout le monde connaît ça, avant de s'endormir, on a des idées géniales qui nous viennent parfois. L'inconscient travaille. C'est certainement pas dans l'urgence qu'on est créatif, c'est parce que s'ils sont obligés de le faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Eh bien, pour nous, comme pour nos clients, c'est s'obliger à avoir ses propres barrières. Et se dire, moi, je décide que c'est pour ce jour-là, et c'est pour ça qu'il faut donner une date. Pour ce jour-là, je m'engage vis-à-vis de moi-même. Alors, si vis-à-vis du client, c'est plus simple. Mais vis-à-vis de moi-même, je ne peux pas me raser dans la glace si je n'ai pas, effectivement, tenu l'engagement que j'ai pris vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire c'est une grande exigence qu'on doit avoir vis-à-vis de soi-même, où il y a un peu moins de plaisir à ce moment-là. Le plaisir sera dans la satisfaction de l'avoir fait. Effectivement, moins dans le fait de se le planifier et de devoir le faire. Donc, c'est une obligation qu'on se donne à ce moment-là. Plutôt que d'attendre, les obligations viennent de l'environnement extérieur. Parce que finalement, elle viendra, l'obligation. Autant que ce soit nous qui la décidions, plutôt que l'environnement extérieur. Donc ça, c'est un point aussi important là-dessus. Alors, donc... Question sur
Oui, je t'en prie. Il faut sortir de l'urgence parce que le plus efficace, c'est anticiper et planifier chez la fois. Ouais. Est-ce qu'il n'y en a pas aussi souvent dans notre clientèle des gens qui jugent mal l'importance parce que on rend important ce qui n'est pas vraiment important et c'est en regardant avec un certain recul. Tout à fait. On fait la différence de l'importance. C'est une excellente intervention. 5%, c'est pas du plaisir. Si moi je dis 50, c'est une côté parce que c'est peut-être ennuyeux, mais de l'autre côté, le fait d'être plus organisé et moins dans je suis la seule qui sait résoudre, Ouais. je définis aussi l'importance différente. Alors, oui, mais tu peux pas, tu es d'accord avec moi que 50% dans le non-plaisir et non-urgent et non-important, on est d'accord. Oui, mais c'est savoir quelles sont tes priorités. Il est évident, on va prendre encore ce que disait Vic ce matin. Vic disait, c'est pas, ou plutôt dans un livre qu'on faisait des chiffres ce matin. On disait, c'est pas la même chose quand on commence à prospecter que quand on est déjà mature et dans le renouvellement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est évident que l'organisation de quelqu'un qui prospecte, comme moi j'ai été pendant quasiment 9 mois, est totalement différente de celle que j'aurai à mon avis à partir de septembre, où je serai plus dans le renouvellement. Donc, c'est évidemment totalement différent. Donc, elle change l'organisation en fonction de ça. Donc, tu dois toujours te reposer la question de ton agenda, on va y venir par défaut, régulièrement te reposer la question parce que tes priorités changent aussi, donc ton organisation change également. Il ne faut pas non plus rester dans des schémas établis en disant c'est ce schéma qui me convient le mieux. Non, il est aussi, et c'est pareil dans une direction d'entreprise, que je disais tout à l'heure, les priorités changent en fonction de l'évolution de l'entreprise également. Donc ça, c'est un point aussi important. Alors, on va parler de l'agenda. Quelle heure il est ? C'est bon, 5h10, c'est bon. Oui, c'est vrai, j'ai parlé très vite, je reconnais. Alors, ce qu'on va voir ici, c'est justement la planification. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire en premier ? Dans une action, premièrement, on planifie, donc c'est la planification, on va planifier le but à atteindre. Ça, c'est avec un client, c'est des choses que nous faisons régulièrement. Quel est le premier but ? Vous faites un alignement, vous avez, à la suite d'un alignement entre, en ce qui me concerne, 15 au minimum jusqu'à 38 pistes de travail à peu près qu'on trouve. Et on va décider avec le coaché, donc, les priorités. C'est lui qui va le décider. On va en travailler ensemble et on va décider, ça doit être fait pour ça, pour tant, etc. On va donc planifier le but à atteindre. C'est la première chose. Deuxièmement, on va planifier donc toutes les étapes et, je vais y venir, et leur bloc-temps. Toutes les étapes et leur bloc-temps. Comment est-ce qu'on planifie les étapes et les blocs-temps ? Eh bien, on va le faire, je vais mettre en parenthèse, mais c'est important, en tenant compte des imprévus. Alors, on va parler des imprévus un instant, en tenant compte des imprévus. Alors, on part du principe que l'imprévu est prévisible. Pas dans ce qu'il sera, mais dans le temps qu'il prendra. Si on réfléchit bien, par expérience, selon les métiers, il y a des gens sur une journée qui ont 50% d'imprévus, d'autres 10%. La moyenne, à mon avis, dans le coaching, elle est grosso modo 20 à 30%. C'est bien organisé. Donc, il faut intégrer dans votre organisation le fait qu'il y aura des imprévus. Il faut intégrer également dans une planification en rétro-planning, par exemple, avec les clients, qu'ils arrêtent de croire qu'ils peuvent faire quelque chose telle journée, que le lendemain, du coup, la suite logique intervient le lendemain même. On sait très bien que si c'est par exemple des collaborateurs qui doivent leur remettre une info pour pouvoir enclencher une action, il y a des chances que les collaborateurs ne soient pas toujours à l'heure. Donc, il faut toujours se donner de la marge de sécurité. Si on ne se donne pas de marge de sécurité, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on remet à chaque fois et donc il n'y a plus d'organisation possible. Donc, est-ce que c'est clair ? Ça a du sens ? Donc, on tient toujours compte des imprévus, de marge de sécurité possible avec nos clients. Donc, il faut tenir compte dans les étapes qu'on va donner des imprévus. Tu dis 20 à 30% d'imprévus ? Dans un métier de coaching, à mon avis, bon, moi, dans ma façon de l'assumer, En général, constaté, ça me paraît beaucoup. moi, dans mon boulot, oui. Dans mon boulot, j'ai entre, si tu veux, à partir du moment où tu n'as pas planifié, je vais te prendre un exemple. Bon, non, je vais prendre l'exemple parce que c'est... Bon, j'ai quelqu'un qui m'a téléphone pour un training, c'était totalement imprévu avant mi-juillet, avant que je parte en vacances. C'est totalement imprévu. Heureusement que j'avais du grain à moudre, parce que vu le nombre de coaching que j'ai en parallèle, voilà, bon, je prends cet exemple-là. Tu as des imprévus, il y a Jean-Louis qui téléphone pour te demander un truc que tu dois lui envoyer, et comme Jean-Louis ne l'a pas prévu, il n'a pas planifié, c'est un imprévu. C'est un imprévu. Il y a
Il y a le fait que je réponde à des histoires de bouquins qui ne sont pas arrivés parce que mon adresse que j'ai donnée était mauvaise, je reconnais. Bon, c'est de l'imprévu. Tu as 20% d'imprévu. 20% de ton temps est en imprévu. Je sais pas, vous, c'est quoi votre expérience? À peu près? C'est 20%? Ouais. Ouais, dans le coaching, c'est à peu près ça. On est à peu près à 20%. Oui, alors les clients, ça des clients, ça dépend du métier qu'ils font. Hein. Ça dépend du métier qu'ils font. De ton temps de travail. Je parle par rapport à ton cercle de 10 heures, par exemple, d'activité que tu as prévu dans ta journée. C'est ça à peu près. C'est par rapport c'est bien sûr, je ne parle pas de ta vie privée et à côté. Je parle dans ce cercle-là. C'est ça, à peu près 20%? Donc, ce qui est tout de même marrant, c'est qu'on le sait et on ne l'intègre pas dans notre organisation. Alors qu'on le sait pertinemment et on ne l'intègre pas du tout. Donc, le prévoir. Ensuite, une fois qu'on a intégré les blocs temps, qu'on a vu ces imprévus qui font partie de ces blocs temps, donc troisièmement, on va donc planifier la préparation. Alors là aussi, planifier la préparation et ensuite exécuter. Oui, parce que tout se prépare. Là aussi, c'est un point important. On dit souvent dans les formations, je pense que vous l'avez déjà entendu, donc je vous le répète, la préparation, c'est 90% du succès, absolument. Et il n'y a qu'une seule préparation, c'est celle qui soit comment? Intéressant, ça, personne ne répond. Il n'y a qu'une seule préparation, celle qui soit faite de quelle façon? Oui. Non. Oui, vas-y, j'ai entendu? Non. Écrite. Il n'y a de préparation que celle qui soit écrite. J'ai préparé dans ma tête, ça n'existe pas. Le fait d'écrire oblige à structurer sa pensée. On est dans un monde de l'oralité et de moins en moins dans un monde de l'écriture, et il faut écrire. Et écrire plutôt sur une page blanche, en termes de structuration, c'est différent que d'écrire sur un écran. Je vous le dis par expérience, ce n'est pas du tout la même façon de structurer sa pensée quand on écrit sur une feuille que quand on écrit sur un écran. Là aussi, c'est des choses intéressantes, mais on le perd de plus en plus. Ça veut dire qu'on va avoir des parties de notre cerveau qui vont partir bientôt. Ah, mind mapping. Le mind mapping, c'est excellent. Ça t'oblige à structurer le mind mapping, complètement. Ah oui, sur l'écran, oui. Si tu le fais que sur l'écran, oui. Je ne sais pas, le mind mapping, j'aurais tendance... Tu vois, essaye la différence, tu verras, à mon avis, en termes de créativité et tout, je pense que le fait d'être penché, d'être sur ta feuille, tu peux faire le mind mapping aussi. Je ne suis pas certain que c'est la même chose. Et aux écritures à la main, tu actives des milliers de connexions nerveuses pour faire des écritures manuelles. Ouais. Donc, avec les 10 doigts comme ça, c'est beaucoup moins complexe. Donc, le fait d'être en écriture... Merci. Merci Francesca de venir à mon secours dans l'explication. Je le savais effectivement parce que j'avais lu, mais je ne me souvenais plus. Effectivement, il y a... Et puis tu actives. Mais je m'en souviens. Non, merci. Et c'est vrai. non, mais il y a un point. Bande de salauds. Non. Effectivement, c'est pour ça que c'est pour ça que l'écriture sur le papier est effectivement meilleure. J'avais plus les analyses. Alors donc, merci Francisca. Je reviens sur un point. Et il faut savoir aussi que le fait d'écrire, il y a un autre point que tu m'y fais penser en même temps, et que le fait d'écrire, vous activez beaucoup plus la mémoire visuelle, alors que quand c'est sur l'écran, vous activez moins votre mémoire visuelle. Le fait de dessiner vous-même la chose active plus la mémoire visuelle. Alors là aussi, quelques éléments. Il faut savoir que l'auditif, vous avez sur un message qu'on vous décerne que auditivement, la radio par exemple, 20% du message et 30% si c'est le visuel. Donc vous avez toujours une mémoire, vous êtes tous arrivés de voir un visage, dire je connais ce visage, je suis incapable de remettre le nom dessus. Donc vous avez une plus grande mémoire visuelle normalement qu'auditive, et donc vous avez, si vous alliez les deux, vous avez 50%. Alors après, c'est le fait de pratiquer, le fait de l'interactivité, de poser des questions aux personnes, etc. Bon, là, je ne vais pas vous donner tout ça, on peut arriver à 90% de mémoire. Bon, mais le fait d'écrire est effectivement un aspect de mémoire visuelle plus important. Alors, le choix des priorités, eh bien, je vais vous donner une carte mémo là-dessus. Donc, gérer les priorités. Ah, c'est bon. OK, tu donnes des cours de ch'ti, c'est bien. Bien, tiens, Eric, tu vas nous la lire, la carte mémo. En ch'ti, si tu veux. Gérer les priorités. Gérer les priorités. L'important, il est depuis le début, sur Nagina. Non, l'autre côté, s'il te plaît. Et l'autre côté, la page de garde d'abord. La page de garde. Vas-y. On a toujours un chétain quand on l'emploie bas. Go it. C'est une bière, ça.
Vas-y. Gérer ses priorités, c'est savoir privilégier l'important et refuser le piège de l'urgence. Alors, on va prendre quelqu'un qui s'exprime peut-être un peu plus facilement. Ton prénom, c'est Arnaud, vas-y. L'autre côté. Gérer ses priorités. Non, l'autre côté. Oui, oui, d'accord, c'est le titre, t'as raison, excuse-moi. J'avais pas revu le titre. Je suis pas habitué à relire le titre. Si tu retournes, tu vas relire le même titre. Allez, on y va. Tant l'est depuis le début, si on n'agit pas, il devient de plus en plus urgent. L'inverse n'est pas vrai. C'est en connaissant ses valeurs personnelles que l'on peut déterminer ses priorités. Premièrement, la démarche qui aide. Planifier le but à atteindre et le résultat attendu. Planifier les étapes en tenant compte des imprévus. Ne pas passer à une étape sans avoir terminé la précédente. Je vais revenir ça, oui. Respecter les ordres de priorité et les relier à mes valeurs. Deuxièmement, les questions à se poser. À quoi je tiens le plus dans ma vie? Quelle est ma responsabilité? Que me rapporte cette action? Et si je ne pouvais faire qu'une seule chose avant de partir, laquelle serait-ce? Et que se passerait-il si je ne la faisais pas? Deux, trois questions sur lesquelles j'aimerais revenir. La première, ne pas passer une étape sans avoir terminé la précédente. Ça, c'est un point fondamentalement important. Alors, exemple, vous êtes en train de... C'est un exercice qu'on fait, on leur donne des papiers, on leur fait préparer leur journée avec un certain nombre de missions. Et puis, il y a le téléphone qui sonne. Qu'est-ce que font la plupart des personnes? Ils décrochent le téléphone. C'est pareil, alors on va parler après de l'agenda par défaut, mais c'est pour ça que l'agenda par défaut est extrêmement important dans une entreprise. Ça évite de se déranger les uns les autres. On sait très bien que quand on est sur un travail de réflexion et que quelqu'un vient nous déranger, il nous dérange 2 minutes, 3 minutes peut-être. Mais nous, combien de temps mettons-nous pour nous remettre sur le travail de réflexion? 20 minutes. Voilà. Donc on n'a pas perdu 3 minutes, le type nous a fait perdre 23 minutes. Donc c'est pour cela, dans le concept, que quand on est sur une action, il faut dire de quoi, alors là je vous donne quelques éléments, il faut même savoir de quoi s'agit-il, parce que s'il y a le feu, il faut le savoir, de quoi s'agit-il, et prendre tout de suite en fonction de quoi s'agit-il, de prendre la décision. Mais jamais poser la question que la plupart des gens posent, est-ce que c'est important? Alors le mec vous répond toujours, bah oui, sinon il ne viendra pas dans votre bureau. Pour lui c'est important. 20 minutes, là, il y a des études là-dessus? Sur le fait de devoir recevoir, ça dépend du travail que tu fais. Mais sur un travail, moi je prends l'exemple typique. Non, mais est-ce qu'il y a des études? Oui, je pense qu'il y a des études. Oui, qu'est-ce qu'il y a déjà vu des études là-dessus? Ouais, tu le retrouves dans tous les bouquins. Ouais, pardon, je m'y connais moins bien là-dessus. Ah, vous voyez, il se fait interrompre par le téléphone. C'est bien. Tu nous excuseras que nous ne soyons que si peu importants si tu pars. Bon, alors. Oui, je t'en prie. Stéphanie. Chut, Stéphanie. Ou non? Ah, Stéphanie, vas-y. Mais du coup, tu te laisses quand même interrompre, même si tu ne demandes pas. Alors, tu dis juste de quoi s'agit-il, ça te coupe pas, parce que tu ne gères pas l'action, tu gères juste l'information. C'est différent de te lancer dans une action et de gérer l'information. Si tu as quelqu'un qui arrive et que tu lui dis à chaque fois « fous le camp », tu vas plus si tu es dirigeant d'entreprise, tu n'as plus aucune information dans l'entreprise au bout d'un moment. Donc, il faut toujours au moins dire de quoi s'agit-il, mais pas poser est-ce que c'est important et pas commencer à gérer la chose. Et être prêt à dire 2 choses. La première, non, c'est à toi de t'en occuper, ou c'est quelqu'un d'autre va voir quelqu'un d'autre. Donc, ça doit être c'est géré. Oui, et pas maintenant, donc replanifier, et tu planifies, c'est-à-dire que tu planifies immédiatement, tout de suite, tu as une action tout de suite, immédiatement, et troisièmement, dire oui, si c'est urgent vraiment, tu interromps. Alors tu interromps l'action à une seule condition, ça aussi c'est des réflexes à avoir, quand tu es en train de faire une action, si tu dis oui à la personne, tu dois faire quoi en premier immédiatement? Combien de temps ça va durer? Non, oui, ça il faudra le savoir, oui. Mais replanifier ce que tu es en train d'interrompre. La première chose que tu fais, c'est tout de suite dire « Attends, ok, tu me laisses juste le temps de replanifier ce que je suis en train de faire. » Donc le premier réflexe, c'est toujours de dire qu'une action qui n'est pas planifiée, ce n'est pas une action. Donc on est interrompu, ok, parce que la plupart du temps, sinon c'est glissant. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, ça, en cascade, ça met en retard les actions suivantes, et du coup, ça glisse vers la journée suivante. Donc quand on est interrompu, on replanifie immédiatement l'action qu'on a décidé d'interrompre, si on a décidé de le faire. Et effectivement, après les informations, que tu fais également dans la planification, hein, c'est Sophie, c'est ce que j'ai dit, Christine au téléphone d'ailleurs, c'est Sophie. Ce qu'on fait également quand on doit replanifier, c'est savoir pour quand est-ce que tu as besoin de ça et combien de temps ça va durer. Alors, juste une anecdote savoureuse que je donne souvent en training, c'est que si tu veux éviter que le type t'emmerde la prochaine fois, tu dis OK, donc combien de temps,
pour quand? Et puis tu lui poses la question qui tue, que dois-je préparer? Et là, tu vois la gueule du mec en face de toi, qui bien sûr est arrivé la plupart du temps non préparé, pour venir te voir, et tout d'un coup il se dit, et il va peut-être te dire ce que tu dois préparer, mais la plupart du temps il va dire, finalement j'ai résolu le problème. Parce que le fait qu'il prépare et qu'il y réfléchisse fait que tu vas évacuer souvent les problématiques. Donc c'est une question qui tue, elle est amusante, c'est lui dire, ok, et que dois-je préparer? Et là tu vois à ce moment-là le cerveau qui tourne à ébullition. Alors il y avait une phrase que je ne donne plus parce qu'elle était un peu provocante, c'était sur la porte en sticker qu'on pouvait mettre à l'époque quand je formais des personnes, c'était « Faites-vous partie du problème ou apportez-vous la solution ». Et ça, c'est un peu dur. Donc, j'avais juste l'anecdote, c'était le patron à l'époque de Mercedes France qui avait suivi un training de management avec quelqu'un d'autre que moi et après en gestion du temps avec moi et qui dit « J'avais marqué ça à l'époque ». Et du coup, j'étais à l'époque, ils avaient vu de la Grande Armée, j'entendais les gens arriver sur le parquet qui faisaient du bruit, ça faisait crac, crac, crac. Et après, crac, 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 ça repartait. Alors qu'avant, ils entraient toujours dans mon bureau. Bon. Alors, là aussi, quelques remarques rapides, toujours sur les dérangements. Une porte tout le temps ouverte, une porte tout le temps fermée, c'est aussi bête l'une que l'autre. La porte doit avoir une signification. Donc, laissez-la ouverte quand vous voulez bien être dérangé. Bon, il y a d'autres systèmes, mais là, on n'a pas le temps de les travailler. Mais laissez-la ouverte, grosso modo, quand vous voulez bien être dérangé. Et sachez la fermer quand vous ne voulez pas être dérangé. Elle doit être un signe, la porte. Sinon, ça ne sert à rien. La porte est un signe. Ça aussi, il faut dire à nos coachés, la porte est un signe. Servez-vous-en. Alors, je sais que beaucoup travaillent aussi en paysager. Ça pose énormément de problèmes de ce côté-là. Ça, c'est un autre problème. On n'a pas le temps de l'aborder. Alors, donc, détermination des priorités par rapport à nos rôles. J'ai parlé de la courbe d'efficacité. Je vous propose maintenant d'aborder 2 points en une demi-heure. L'agenda, qui est tout de même important, et l'agenda par défaut. Alors, avant de le travailler, je voudrais vous faire un exercice. J'aimerais d'abord que tout le monde sorte son agenda sur la table. L'ouvre à une semaine bien remplie. Si vous en avez, j'espère. Quand vous faites cet exercice, vous apercevez que la plupart du temps, mais ouvrez-le, sérieux, et vous m'ouvrez une semaine bien chargée. Voilà. Alors vous apercevez très souvent qu'il y a des personnes, des dirigeants qui ont des agendas vides. Et c'est impossible, ces mecs qui travaillent par 70 heures. Ils ont pourtant des agendas vides. C'est hyper problématique. Vous allez voir pourquoi on va y arriver. Il faut vraiment que vous les aidiez de ce côté-là. Pas d'agenda? Si, dans mon PC. Dans ton PC? Ouais. Est-ce que tu transportes toujours sur toi le PC? Toujours. Même quand tu vas chez des amis à dîner? Oui. Jamais dîner. Me mens pas. Non, je me mens pas. Ok, allez, montrez-moi vos agendas ouverts là. Et le tien? Non, mais je ne l'ai pas parce que là. Oui, sur l'écran, bien. Et tu transportes toujours quand tu vas dîner chez des amis aussi? Moi, j'ai toujours iPad, iPhone, ordinateur. Toujours sur toi, même chez des amis? Jour et nuit. Fille connectée, Pascal. Une fille connectée. Exemplaire. C'est une super invention, l'ordinateur. Pourquoi? Parce qu'il nous a obligés à faire une chose que nous ne faisions pas avant l'ordinateur et avant, bien sûr, les organiseurs électroniques. C'est que nous ne mettions pas, et on le voit encore dans les gens qui utilisent le papier. Moi-même, je continue à utiliser le papier. Je considère que c'est plus efficace, que j'ai une vue d'ensemble sur la semaine très rapide. Quand je dois faire des choix de renoncement, c'est plus rapide d'aller piocher sur quoi je dois renoncer. Donc bon, chacun fait comme il veut. Le seul point, c'est qu'avant, nous ne faisions pas sur le papier ce qu'on appelait des blocs-temps. Maintenant, on est obligé, du coup, de définir une heure de début, une heure de fin. Vous vous souvenez sans doute de ces agendas papier où on marquait l'heure de début et il n'y avait rien derrière, on ne savait pas trop à quelle heure ça terminait. L'agenda électronique a avancé énormément sur la gestion du temps en obligeant les personnes à mettre donc l'heure de début et l'heure de fin. Ça, c'est une première information. Donc, un second point, c'est que, bien sûr, il faut que l'agenda soit transportable perpétuellement sur soi. Pourquoi? Parce que c'est à partir du moment où c'est nous qui décidons de notre vie, nous pouvons prendre et devoir faire des choix à n'importe quel moment de notre vie. Et ne pas renoncer, par exemple, à sa vie privée par rapport à sa vie professionnelle. Exemple, si vous ne marquez pas, ce qui est mon cas une fois par mois, j'ai un double mixte en tennis à 19h le vendredi, si je ne le marque pas, j'aurais tendance à accepter un rendez-vous qui durera, ou un croissance club, qui durera au-delà et qui me mettra banané sur mon tennis, y compris du samedi matin, etc. aussi, parce que j'en ai aussi du samedi matin. Donc, il faut, et puis à dîner, par exemple, des amis, si vous n'avez pas noté et que quelqu'un vous demande un rendez-vous, il n'y a pas 2 agendas, il n'y a pas d'agenda vie privée, vie privée, ça n'existe pas, il n'y a qu'une seule vie. Il n'y a pas de vie, on n'a qu'une seule vie. Maintenant, on fait des choix dans cette vie. Donc, il faut qu'il soit transportable partout où que l'on soit. Le deuxième point, il faut qu'il soit lisible
rapidement et compréhensible rapidement. De là, effectivement, l'intérêt de faire des blocs-temps, y compris sur l'agenda papier, des blocs-temps. Alors maintenant, on va venir aux blocs-temps eux-mêmes. Alors on va prendre un agenda papier, bien sûr, ça va être plus facile. Et on va imaginer, les Parisiens, vous levez le doigt tous les Parisiens. Ok, allez, c'est bon. Je vais prendre mon voisin de tout à l'heure, Philippe. Alors Philippe, tu habites où? Où? Hein? Il t'arrive d'avoir des rendez-vous sur Paris? Oui. Des déjeuners, par exemple? Oui. Au Fouquet? Non, non. Peut-être pas. C'est Sarko, celui-là. Merde, j'ai confondu, j'ai cru que c'était Sarko. Ok. Tu imagines, Philippe, tu imagines que tu as un rendez-vous avec un client potentiel qui t'invite au Fouquet, pas mal, hein? Qui t'invite au Fouquet, donc le mercredi 28 juin, il t'invite au Fouquet, il te dit rendez-vous au Fouquet, c'est à 12h30. Je te demande de planifier ce rendez-vous avec ce client, ce potentiel client. Allez. Chut, taisez-vous les autres, vous laissez faire. Vous laissez faire. Bien sûr, il y a plus d'idées dans plusieurs cerveaux que dans un seul. Chut. Ok, bien. Ah ben dis donc, il dure longtemps ton déplacement. Malheureusement. Ok. Alors, bon, ça va, c'est pas trop mal, hein? Qu'est-ce qu'il a intégré? Il a intégré le déplacement. Alors bon, le seul point, c'est que c'est moyennement lisible, honnêtement, de toi à moi. Hein? C'est moyennement lisible. Hein? Alors bon, on va... Bah oui, mais non, mais c'est moyennement lisible parce qu'il n'y a pas de bloc-temps. Alors on va parler du bloc-temps. Il n'y a pas de bloc-temps en tant que tel. Alors c'est quoi un bloc-temps? Eh bien, c'est de marquer d'abord l'activité principale. Donc, alors c'est 12h30, donc j'ai mis midi, alors je vais mettre 12h30 plutôt parce que c'était 12h30. Donc 12h30, hop, je le bouge, voilà, 12h30, ouais, 14h. Oui, mais c'est intéressant, en vidéoprojecteur, je ne vois pas comment j'aurais pu lui faire faire. Voilà. Quoi? Oui, mais en formation, tu fais travailler les gens sur des écrans, donc en vidéoprojecteur, tu ne peux pas le faire. Voilà. Donc ça, c'est le Fouquet. OK? C'est le Fouquet. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'il a noté? Il a marqué le déplacement. Tu pars à quelle heure, Philippe? Tu pars à 11h. OK. Et il te faut normalement combien de temps pour revenir? Hein? Vas-y. 1h? OK, 15h. OK. Tu as raison parce que effectivement, pour trouver des places parfois le midi aux Champs-Élysées, c'est loin d'être évident. Je vais dire, il n'y a pas de voiturier au Fouquet. Je suis désolé, tu vois, il n'y a pas de voiturier au Fouquet. Oui, au Georges V peut-être, mais pas au Fouquet. Et je suis parisien à l'origine, tu vas pas me la faire. Ah, donc il faut trouver la place, on est d'accord. Donc tu l'as intégré, on va dire qu'en 1h30 tu l'as intégré, c'est parfait. Ok, donc c'est bien, il a fait effectivement ce qu'il fallait faire. Maintenant il a oublié juste une chose, c'est que c'est un rendez-vous important. Et donc qu'est-ce qu'il doit faire avant? Il doit préparer. Et ça, il ne l'a pas intégré. Pourtant, il savait pertinemment qu'il faudrait tout de même qu'il aille sur le site internet du gars, qu'il aille voir à peu près société.com ce qu'il vaut, machin, etc. Ça, il ne l'a pas du tout intégré. Pourtant, on va le faire. Donc, ça veut dire qu'il va le faire quand? Au dernier moment, dès qu'il trouvera un moment, et souvent le matin ou le soir ou la veille. Alors qu'à partir du moment où il le savait, qu'il a positionné ça 15 jours à l'avance, il pourrait donc également positionner l'activité qui est en amont. Et donc, là, prépa Monsieur X, prépa Monsieur X. OK. Et, tout à fait, absolument Pascal, vas-y, dis-le. Après, on va lui envoyer un courrier, une proposition, on va peut-être faire un compte-rendu éventuellement, surtout que maintenant, l'entreprise marketing a besoin visiblement de pas mal d'informations. Eh bien ça, il peut le faire ou après, ou il va faire le lendemain, parce qu'il n'a pas envie de faire que ce Monsieur X, ben, il va le faire le lendemain, 16h à 17h, et là, il va faire le compte-rendu. C'est-à-dire que toute activité principale, à notre connaissance et le sachant, entraîne une activité amont et une activité aval. À partir du moment où nous le savons, intégrons-le dans notre organisation. Cette activité amont et aval doivent être intégrées dès le départ. Et c'est bien tout le problème de l'important qu'il était depuis le début,
et qui est devenu urgent parce qu'on ne l'a pas intégré, alors que pertinemment, on le savait, inconsciemment peut-être, mais on le savait. Eh bien maintenant, faisons-le consciemment et intégrons l'activité amont et l'activité aval systématiquement. À chaque fois, je me dis, qu'est-ce que ça entraîne comme autre activité annexe? Amont, aval et caché. Et caché, par exemple? Le déplacement. Oui, alors le déplacement est directement relié, tu as raison. La recherche de la place est directement... Alors, prenons un exemple, tu as raison. C'est excellent, Nicolas, ce que tu dis. Et prenons un exemple. J'ai un super client. Qu'est-ce que je peux prévoir comme imprévu? Si c'est vraiment très important comme rendez-vous, qu'est-ce que je devrais même prévoir? Que je crève, absolument. Je dois même intégrer le fait que je crève. À Paris, par mon expérience, je peux vous dire que je prévoyais des rendez-vous. Alors, sur parfois 1 heure de trajet, je prévoyais parfois 2 heures. Et parfois, j'arrivais au bout d'1 heure. Eh bien, qu'est-ce que je faisais? J'avais prévu. Et donc, j'avais du travail à faire dans la voiture. Je n'arrivais jamais à un rendez-vous en retard à Paris. Jamais. Jamais. Ça n'existe pas. Ça se prévoit. L'imprévu se prévoit. Donc, c'est quelque chose que l'on intègre ici à ce moment-là. Tout dépend de l'importance. Vous avez le droit. Si vous avez le droit, c'est comme la roue de secours. Vous avez le droit. C'est utile. Ça peut devenir indispensable en fonction de l'importance du client. Évidemment, il y en a avec qui vous pouvez vous permettre, d'autres pas. Il faut le savoir, il faut l'intégrer. Vous pouvez prendre le risque, c'est pas prendre. Mais soyons-en conscients au moment où on le prend. On décide à ce moment-là. Alors, donc ça, c'est le premier point sur, effectivement, notre agenda. Je recherche où j'en suis, parce que là, j'en suis plus du tout là. Alors, oui, donc, je vais vous noter tout ça. Donc, on doit effectivement avoir, premièrement, donc là, on est dans la planification sur l'agenda, et je vais vous parler de l'agenda par défaut. Alors, comment faire en coaching, faire un agenda par défaut à notre coaché? Première chose, on lui demande de prendre grosso modo sur 1 mois, parce que vous avez des activités qui sont mensuelles. Alors ça peut être trimestriel, si vous estimez qu'il y a des trimestriels, vous pouvez le prendre sur un trimestre. Et vous lui demandez de noter, pour la fois prochaine, toutes les activités récurrentes qu'il a dans son mois, en faisant un flashback sur ce qui vient de se passer, quelles sont les activités récurrentes. Alors vous allez voir que la première version ne va pas vraiment être optimale. Très clairement. C'est même plutôt du 0, effectivement, parce qu'ils comprennent à peine ce que vous dites quand vous parlez d'activités récurrentes. Donc il faut leur demander de dire, voilà, vous avez des réunions qui reviennent. Oui, alors s'ils ont des réunions, il n'y en a pas beaucoup, dans les petites entreprises, pas beaucoup qui ont des réunions récurrentes. Ils font un peu au fil de l'eau, ils disent, oh, je les connais bien, je parle tout le temps, je suis toujours en contact avec eux. Je pense que tout le monde a entendu ça chez ses clients. Hein. Et donc, on va en parler. Donc, activités récurrentes sur l'ensemble. Ensuite, vous lui demandez de travailler en même temps, et c'est en parallèle sur son circuit d'information, ce que je disais tout à l'heure. Qui a besoin de mon information, qui n'en a pas besoin, qui en a besoin, moi j'ai besoin d'avoir l'information de qui, etc. Donc ça permet de dire, bah, tiens, c'est vrai, lui, il faudrait que je le voie. Le collaborateur André, il faut que je le voie au minimum 2 fois dans la semaine. Et là, vous allez commencer à progresser avec lui. Et dire, bah, alors pourquoi vous ne les fixez pas, si c'est au minimum 2 fois par semaine pour qu'il puisse fonctionner et que vous puissiez fonctionner? Pourquoi vous ne l'établiriez pas? Rendez-vous avec André tous les mardis matins de 11h à midi et tous les jeudis après-midi de 14h à 15h. Pourquoi ne pas l'établir? Alors, qu'est-ce qu'ils vous répondent, vos coachés? Ils vous disent, ah bah oui, bah ça devient vachement contraignant, etc. Ton truc, c'est chiant, c'est contraignant. On lui dit, attention, on est en train de mettre dans l'entreprise de la rigueur, pas de la rigidité. C'est toujours ce que je dis. Moi, je dis, on utilise ici la rigueur, pas la rigidité. S'il y a bien sûr quelque chose d'exceptionnel, bien sûr qu'on peut ne pas attendre ce rendez-vous s'il y a le feu. Mais l'expérience prouve qu'il y a très peu d'actions qui sont dans le feu. Et ça veut dire que André, le lundi après-midi, il se dit, tiens, j'ai un truc à dire à mon patron. Bon, et c'est vrai, ça peut attendre demain matin à 11h. Et pareil pour le mercredi, il veut dire, ça peut attendre peut-être le jeudi à 16h. Et pareil pour le patron qui a quelque chose à dire à André, qui se dit, bon, c'est vrai, ça peut attendre mardi à 11h ou ça peut attendre jeudi, etc. La plupart des dérangements dont on vient de parler, qui vous demandent 20 minutes pour se remettre dans un travail, etc., vont être éliminés. Et bien sûr, ce que j'ai fait dans les 2 entreprises avec lesquelles j'ai commencé ce travail de fond, c'est un travail de fond, avec des entreprises structurées, c'est qu'après, on le fait faire aux collaborateurs. Donc, les collaborateurs, ils sont déjà enclins à le faire, vu que leur patron vient de leur donner, à eux, déjà des rendez-vous dans le rapport avec lui. Et ils vont dire, bah, ce que j'ai fait avec toi, pose-toi la question avec les autres en transversal dans l'entreprise, il faudrait que vous voyiez à peu près combien pour que vous puissiez fonctionner. Et ils vont établir par défaut. Oui? Quand tu fais ça, quand tu arrives au N-1, tu fais une session de groupe? Alors, tu me mets en agenda partagé. Et c'est là l'avantage électronique. Pour les inciter
à faire ça, des choses comme ça, c'est toi qui... Non, moi j'interviens pas en tant que coach, j'interviens pas à ce niveau-là. Je leur fais faire. J'interviens pas. Alors j'ai fait pour une entreprise, j'ai fait une formation d'une journée sur la gestion du temps, mais là je leur ai donné des tas d'outils, des machins, etc. Donc là c'est passé plus facilement après une journée de formation. En revanche, quand tu le fais sans formation derrière, tu leur dis de montrer l'exemple, d'être très très structuré dans la façon de faire et d'inciter après les collaborateurs à tirer les conclusions pour eux-mêmes dans leur communication transversale avec les autres collaborateurs. Ça va? C'est clair? Donc, et vous allez voir, alors c'est pareil dans l'organisation de leur dossier. Un dossier Outlook, dossier réel concret. Je dis toujours à mes participants, l'objectif c'est d'avoir 0 papier sur son bureau, donc créez autant de dossiers que vous avez de papier. Ah, dire quoi? Je dis, alors bien sûr vous réunissez ceux qui sont à peu près logiques dans le même dossier, mais dès que vous voyez un papier, il faut qu'il y ait un dossier. Ils disent, mais attends, ça va faire un énorme dossier. Je dis, t'inquiète pas, au fur et à mesure tu vas voir que du coup il n'y a qu'un seul papier dans le dossier, au bout d'un moment qu'est-ce que tu vas faire? Éliminer le dossier. Je dis, ça ne sert à rien, c'est un dossier qui ne sert à rien. Et donc, tu vas améliorer au fur et à mesure, aussi bien dans le dossier Outlook que dans le dossier réel, ton organisation va être améliorée. Au fur et à mesure, tu vas peaufiner, améliorer. Mais il faut d'abord que tu commences par l'idée de ne plus avoir 0 papier sur ton bureau. Vous voyez le point? Et après, ça va se faire au fur et à mesure, ça va commencer à s'organiser de mieux en mieux après. Donc ça, c'est un travail qui est fantastique. Avec ce point-là, sur le non-dérangement avec les collaborateurs, entre collaborateurs, avec les, etc., entre collègues, eh bien, vous avez 20% au minimum de temps gagné déjà de productivité dans l'entreprise. 20% facile, sans problème. Oui, Stéphanie? Professions pour lesquelles le 0 papier sur le bureau, c'est quasi... Naturel. Non, c'est quasi impossible. Par exemple, les avocats, bon, tu les as pas sur le bureau, mais tu les as par terre. Il y a des professions pour lesquelles c'est... Alors là aussi, sur les avocats, il y a parce que je connais aussi pas mal de ce genre-là, le problème, c'est que souvent, ils gardent des dossiers en disant on ne sait jamais, ça peut toujours servir, ce qui n'est pas faux. Mais il faudrait... Oui, alors, les dossiers en cours, ils devraient les organiser, comme je viens de le dire, en dossiers qui peuvent être dans les armoires, qui peuvent, etc., etc. Moi, les avocats qui ont des dossiers qui sont cumulés comme ça, tu te dis que le dossier d'en dessous, il n'a pas dû sortir souvent. Et tu leur poses la question, d'ailleurs, tu leur dis, si tu as des avocats que tu coaches, tu leur dis, ça fait combien de temps que celui-là n'est pas sorti? Tu vas voir, sors-le un peu pour voir. Et tu vas voir que c'est des dossiers suivants qu'ils n'utilisent plus. Mais ils ne se posent pas de la question de les ranger. Donc c'est une question que tu dois leur poser. Mais 0 papier sur le bureau, c'est possible. Les seuls papiers que tu as sur le bureau, c'est le dossier sur lequel je travaille. Si je reçois un collaborateur, le seul papier que j'ai, c'est le bloc avec de quoi noter pour mon collaborateur, je n'ai pas d'autres papiers. Sur mon bureau. Après, sur le côté, il faut les ranger, il faut les organiser. Okay. Mais l'objectif, c'est... Qu'est-ce qui se passe quand tu reçois un collaborateur, tu as un bloc en face de toi? Qu'est-ce que tu montres à ce collaborateur-là? Non, quand tu as seulement un bloc en face de toi. Voilà, que tu es totalement consacré à lui. Donc, il est important à tes yeux. En termes de management, ça c'est juste un aspect management, c'est hyper important. Le type est valorisé par le fait qu'on est juste lui comme préoccupation. Donc, c'est un point aussi important. Donc, voilà, donc ça, j'ai répondu à la question, Stéphanie? OK. Donc, le premier point, donc faire lister, ensuite améliorer, faire tout éliminer dans des dossiers, créer autant de dossiers qu'il faut. Ils ont un agenda par défaut. Les collaborateurs commencent à en avoir un agenda également par défaut. Vous avez donc ici une amélioration certaine. Le seul point qui pose problème, c'est qu'il va falloir qu'ils estiment et qu'ils travaillent énormément sur l'estimation de la durée de leurs activités. Parce qu'ils ne peuvent les gérer, les planifier que s'ils ont une expérience derrière eux. Alors, ils l'ont intuitive, ils l'ont rarement rationnelle. Donc, quel travail vous pouvez faire? C'est dire, tu prends une semaine. Alors, moi, j'ai un truc qui fait 8h, 8h15, 8h15, 8h30. J'ai tous les trucs jusqu'à 19h30, quart d'heure par quart d'heure, et je leur donne ce papier-là, et je leur fais noter ce qu'ils font dans une journée. Ils font en 5 journées d'affilée, ils font un cumul, un bilan de la semaine, je leur donne un bilan de la semaine, et à la fin de la semaine, ils font un cumul de l'ensemble des activités, et ils voient le temps qui passe en cumul aux activités. Alors, je peux vous dire que ce qui est extraordinaire, c'est le téléphone, mais je peux vous dire que ce qui est également, et les emails bien sûr, mais ce qui est également extraordinaire, c'est les choses sur lesquelles ils se disent, finalement, il n'y avait rien de spécial. Et il y a une déperdition. Les gens croient qu'ils travaillent 10 heures, ils ne travaillent pas 10 heures. Hein. Ils travaillent réellement 7 heures. Ils travaillent 7 heures. Alors, les temps de transport peuvent être notés. Donc, si à Paris, c'est peut-être plus problématique. Ah oui, alors c'est les mecs qui vont sur les chantiers, etc. C'est une horreur. Alors ça, c'est une horreur, ce genre de boulot. Et là, sur ce genre de boulot, les imprévus, ils sont pas mal non plus. Hein, ce genre de boulot. Oui. Si je peux me permettre, il y a un préalable important avant de noter ça, c'est définir quels sont les domaines pertinents. Est-ce qu'on parle de marketing, de vente, à quel point on découpe finement, et ainsi de suite. Je pense que c'est un préalable essentiel. Tu as...
Oui, domaine d'activité. Oui, Marc? Je pense que c'est intéressant, mais l'expérience m'a montré que quand on essaie de faire ça, il faut retravailler avec eux la pertinence des domaines. De ce qu'ils ont choisi comme domaine. Parce que dans la première fois, et ça c'était pour revenir à l'exercice, quand ils font la première fois l'exercice, ils oublient de noter des choses. Il y a des choses qu'ils mettent en commerce. Ils oublient un nombre incroyable. Il y a vraiment un vrai travail d'éducation à faire sur la définition d'une tâche. C'est d'autant plus pertinent de se poser cette question-là, parce qu'on s'aperçoit que Oui, c'est très naturellement, Mais non, c'est pas évident. Mais pour nous coachs, je vais prendre un exemple très concret pour nous coachs, par exemple, de se bloquer, mais c'est pareil pour vos clients, se bloquer, par exemple, 2 demi-journées de prospection téléphonique. C'est un peu long. Moi, je dirais 2 heures, parce que si vous faites déjà 2 heures, c'est déjà beaucoup, hein, de prospection téléphonique. Et vous dites, j'ai 2 demi-journées dans ma semaine pour mes rendez-vous clients. Je vais vous dire très rapidement comment j'ai organisé moi, mon agenda. Moi, le lundi, c'est l'administratif. Le mardi et le mercredi, c'est mes 8 coachés que je vois ou à qui je téléphone pour un. Le jeudi et le vendredi, c'est mes trainings qui continuent, parce que j'ai encore mon passé qui est encore là. Mes trainings continuent, donc le jeudi et le vendredi. Donc c'est très normal. Le jeudi et le vendredi, il n'y a personne en coaching, c'est clair. Si je n'ai pas d'animation, eh bien, du coup, ça me fait des week-ends un peu plus prolongés. Et en ce moment, c'était plutôt l'occasion de me mettre des rendez-vous diagnostiques pour prospecter les jeudis et vendredis. Donc voilà, mais bon, l'année prochaine, je crois que j'aurai tous mes jeudis et vendredis pris. Donc, c'est un gros truc. Mais donc voilà, c'était très, très organisé. Et je fais ma prospection. Donc, je fais ma prospection le mercredi en début d'après-midi, parce que j'ai réservé ça, coaching et prospection téléphonique. Et le lundi, je fais de temps en temps un peu de coup de téléphone aussi, pendant que je fais de l'administratif. Bon, là, c'est un peu plus au fil de l'eau. Mais c'est des choses qui sont très structurées. Si vous avez des points de repère comme ça, vous allez voir, c'est la vie. Je travaille 80 heures par semaine, mais 50 heures pour ce qui est de mes 3 entreprises et 30 heures pour de mes activités en dehors. Donc, pour ceux qui savent, le rugby, la chambre de commerce, etc., etc. Mais le 30 heures, c'est du plaisir. Hein. Dimanche, j'y suis encore. C'est du plaisir. La chambre de commerce, c'est peut-être un peu... Si, c'est aussi du plaisir. Tu apportes beaucoup aux gens, c'est du plaisir aussi. Oui. Bien. Je disais les 50, j'espère aussi. Tiens, est-ce que vous avez été contacté par une société qui s'appelle Itache? Oui. D'accord. Vous avez testé? Non. Je m'en sers. Parce que quand tu parles de... une des difficultés majeures que j'ai pu rencontrer chez les clients, c'est pas de planifier tout le truc, mais c'est vraiment, c'est comment manger l'éléphant, en fait. Oui, c'est vraiment la première étape. Par où je commence? Et déjà, celle-là, si on est capable tout de suite de penser première étape, prochaine étape, ils avancent beaucoup plus vite. Et il y a des choses qui se font, ils délèguent, alors qu'ils n'avaient pas pensé qu'ils pouvaient donner un truc à quelqu'un pour bosser pour eux en même temps. Et donc, Itache, vous avez tous reçu le mailing Itache? Oui. Moi, je m'en sers concrètement. Ben, envoie-le. Je leur donne, quand j'ai des dossiers à préparer, des choses à réunir, etc., ils me font du boulot, ou réseaux sociaux, etc. Mais il faut bien les briefer. Donc si tu fais l'effort, comme tu as dit, de préparation, d'écrire exactement ce qui doit être fait, tu le renvoies et ils te font ça à... Itache, comme email, etache.fr, itache.fr. Mais Christine a raison, hein. Moi je fais 2 fois 3 heures d'alignement. Après les alignements, ce qui est très intéressant, c'est de leur dire on va gérer les priorités. Moi et vous, on va tout travailler sur ce qu'on a vu dans l'alignement, parce que je les fais travailler aussi, je travaille de mon côté. Mais je dis, mais une des premières choses par lesquelles on travaillera, c'est d'abord votre organisation. Moi, je les incite. C'est le premier point systématiquement par lequel je commence. Systématiquement. Et après, du coup, c'est vachement plus facile de travailler derrière. Une fois que le type est organisé. Parce que, dans le coaching, qu'est-ce que vous faites? C'est qu'après l'heure de coaching, moi, je vous dis, j'ai 3 sociétés où ce sont des associés. Donc, je leur demande de travailler derrière l'heure de coaching. Ils se réunissent à 2 ou alors tout seuls. Mais ils ne se réunissent pas tout seuls. Ils sont tout seuls et ils travaillent sur leur entreprise. Je dis, profitez-en. C'est juste après le coaching, c'est encore tout frais. Vous allez me remplir la première partie du compte-rendu hebdomadaire. Et puis après, bloquez-vous. La deuxième partie, il faut que vous la bloquiez, il faut que je le reçoive 2 jours à l'avance au moins. Donc vous me le bloquez et donc vous prenez cette habitude-là. Ça déjà, c'est déjà le premier agenda par défaut. C'est la manière de fonctionner dans le coaching. C'est déjà la première façon de travailler qu'on va voir. Donc une chose, donc je revenais sur l'estimation de la durée des activités. Donc vous allez voir que beaucoup de gens ont des très mauvaises estimations. Je vous donne quelques exemples rapides. Les collaborateurs, rendez-vous d'entretien de développement avec collaborateurs, ils mettent pour tous les collaborateurs 2 heures. Alors que l'expérience, ils l'ont. Et ils savent très bien qu'avec tel collaborateur, il a tendance à parler, c'est 3 heures, et qu'avec tel autre, c'est 1h30. Arrêtons de vouloir faire rentrer dans les cases
c'est ce que je leur dis toujours, servez-vous de votre expérience pour pouvoir gérer votre temps. Et là, il faut qu'ils soient beaucoup plus attentifs à ce qu'ils font, au temps qu'ils mettent, etc., etc. Donc ça, c'est... je continue. Il n'y a que l'expérience qui permet d'estimer valablement Oui. la durée d'une tâche. Oui. Tu vois que ça? Ah, c'est surtout essentiellement l'expérience avec le chrono en main. Quasiment avec le chrono en main. La durée d'une session de coaching, c'est 1 heure? Alors en principe, la durée d'une session de coaching, c'est 1 heure. Moi, ce que je dis toujours à mes coachés, je dis si j'ai du temps derrière, je peux parfois vous donner un peu plus de temps. Je pense que, je ne sais pas, la plupart du temps, vous êtes, je suis un peu comme ça. Mais maintenant, j'en ai qui s'enchaînent pas mal. Mais il faut se garder, alors là aussi en coaching, un conseil, il faut se garder, pareil, c'est dans la gestion du temps, il faut se garder des marges de sécurité. Il ne faut jamais mettre un coaching 14h, 15h, un autre 15h, 16h. Quoi. Je veux dire, même si c'est au téléphone, on est sûr que ça va, on va avoir quelques petits soucis par moment. Donc, il vaut mieux toujours donner une marge de sécurité. J'ai réuni mes coachings, j'en ai à Roubaix, où sont mes bureaux. Donc, j'en ai réuni 3 dans le mardi après-midi à Roubaix. Et les autres, j'ai fait, et c'est moi qui les ai quasiment imposés. Et les autres qui sont à Lille. Et j'ai fait en fonction de l'endroit où se trouvaient les coachés pour pouvoir organiser mon temps. Également, j'ai optimisé, bien sûr, cette organisation-là. Donc, bon, estimer le temps. Alors, juste une chose, un bloc-temps, juste pour vous donner une idée, un bloc-temps, c'est une activité de plus de 30 minutes. Ça n'est qu'une activité de plus de 30 minutes. En dessous de 30 minutes, c'est ce qu'on appelle la micro-tâche. Parce que, comme vous le voyez dans vos agendas électroniques ou dans vos agendas sur papier, vous n'avez pas de façon de colonne en dessous de 30 minutes. Donc, 30 minutes, c'est ce que vous notez. Vous le notez en bloc-temps. En dessous de 30 minutes, ce sont des activités qui peuvent être faites. Si elles font, alors je vous donne quelques points de repère, moins de 3 minutes, doivent être faites immédiatement après la tâche que vous êtes en train de faire, bien sûr. C'est-à-dire, si tu es en train d'organiser des journées, c'est un coup de téléphone, tu le fais immédiatement après, dans la foulée. Moins de 3 minutes, normalement, la tâche doit être faite immédiatement. Et donc, entre 3 minutes et 30 minutes, les micro-tâches, qui sont entre 3 minutes et 30 minutes, eh bien, elles font l'objet d'une planification. Alors moi, je le mets dans mon organiseur avec un rappel, la date, je vous disais, date pour action, etc. Et je le mets dedans. Et c'est ce que je prends tous les matins. Et je classe mes papiers par ordre et par priorité. Donc ça, c'est de la récurrence et de l'habitude. Alors, je regarde, et c'est une bonne question, François, merci. Je regarde sur la première chose, quand on planifie, le premier réflexe, c'est de faire quoi? Ouvrez l'agenda. Donc, j'ouvre l'agenda. Je regarde. Le type me dit, retéléphonez-moi dans 1 semaine. Ou dans 6 mois, j'en sais rien. Bon, 6 mois, c'est un peu plus long. Mais 1 semaine. Alors, je regarde à ce moment-là, dans 1 semaine, quel jour? Je dis, est-ce que ce jour-là, je regarde là où j'ai la possibilité de le rappeler. Alors, la mémoire travaille pas mal tout de même. À ce moment-là, tu te dis, je sais déjà que j'en ai foutu pas mal de coups de téléphone ce jour-là. Donc, tu peux éventuellement lui donner l'autre jour où tu sais que tu es libre. Bon, à force, tu as l'expérience qui vient et ta mémoire commence à se travailler là-dessus. Et je lui dis, donc, tel jour, ça vous va? Eh bien non, plutôt vendredi. Et là, à ce moment-là, moi, je le mets dans mon organiseur tout de suite, le feuillet avec l'information, et je le mets au jour où il me l'a dit. Donc, je regarde en fonction des possibilités de temps que j'ai à ce moment-là. Ça va? J'ai répondu? OK. Alors, micro-tâche, j'en ai parlé. 30 minutes, j'en ai parlé. Bien. Alors, ce que je vous propose, c'est de voir, il est 6h moins 5, c'est de voir rapidement les réunions. Parce que là aussi, c'est un point important. D'ailleurs, c'est une question qui m'a été posée, je crois que c'est par toi, Christine, sur les réunions. C'est pas toi? J'avais essayé de t'envoyer des papiers, mais je n'ai jamais réussi à les envoyer. C'est ça? C'est ça, hein? OK, alors sur les réunions, il y a 3 types de réunions qui existent. Elles ont chacune leurs caractéristiques et chacune leurs règles. La première réunion, c'est la réunion d'information. C'est la plus courante et malheureusement souvent la moins utile. L'objectif, comme le dit le titre, c'est donc informer. Ce qui la caractérise, c'est que la personne qui va donner l'information est la seule qui soit préparée et qu'elle est préparée dans un temps donné. Donc, il doit se préparer en fonction d'un temps imposé. Vous dites, vous avez 10 minutes pour nous donner l'information sur ce sujet-là, avant que plus tard on prenne une décision au comité de direction, par exemple, 10 minutes là-dessus. Donc, c'est minuté et c'est une personne qui prépare. OK? Ça, c'est la réunion d'information. Alors, il y a un outil qui la termine, et je reviendrai dessus tout à l'heure, il y a un outil qui la termine, c'est que ça se termine par un compte-rendu. Ça rend compte de ce qui a été dit. Vous allez voir pourquoi je parle de ça, parce que la réunion de travail, c'est autre chose. Ensuite, il y a une deuxième réunion, et celle-là, je vais l'approfondir, mais je vous donne les caractéristiques, mais celle-ci que je vais approfondir, c'est la réunion de travail. La réunion de travail, quel est son but? Non, on travaille dans toutes les réunions. Donc, c'est il y a un mot qu'on a dit tout à l'heure.
Il y a un mot qui me manque, c'est un mot qu'on a dit tout à l'heure sur la gestion. Décider, voilà, c'est de prendre des décisions, merci. C'est de décider, de prendre des décisions, une réunion de travail. Ce qui la caractérise, c'est que tous les participants la préparent par écrit. C'est la caractéristique de la réunion de travail. Donc tout le monde vient avec une préparation par écrit. Exemple de convocation à une réunion de travail, monsieur machin, vous êtes convoqué à la réunion tel jour, à telle heure, à tel endroit, sur le thème comment augmenter notre nombre de leads pour notre entreprise. Nous vous demandons de venir chacun avec au minimum 3 idées par écrit afin de les présenter donc aux autres personnes. La phrase que j'aime bien et que je cite souvent, celui qui oublie de se préparer se prépare à être oublié. Celui qui oublie de se prépare à être oublié. C'est-à-dire que, évidemment, à la première réunion, il y a toujours, et d'ailleurs, qui est-ce qui ne prépare pas? Souvent, dans ce genre de choses, quand on a une règle comme ça, c'est qui? Le bavard, la grande gueule, celui qui n'a aucun problème, etc. Et alors, c'est extraordinaire parce que, bien sûr, si vous le laissez parler, vous pouvez être sûr qu'il prendra combien de temps par rapport aux autres qui lisent ce qu'ils ont préparé? Le double de temps facilement. Il faut le frustrer. Si on ne le frustre pas, ça ne sert à rien de donner des règles. Donc, il faut s'y tenir. Il n'interviendra pas. Je suis désolé, tu n'as pas préparé. Donc, on passe en tour. Même si ça le concerne, ne vous inquiétez pas, il va le faire une fois, il ne va pas le faire 2 fois. Faire une fois, mais pas 2 fois. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à lui dire, je suis désolé, sinon ça ne sert à rien de donner les règles. Hein. C'est comme je dis, si vous roulez à 160 et que le flic vous dit, c'est pas bien, une prochaine fois, je vous donnerai une amende. Hein. Vous allez continuer à rouler à 160. Bon, même parfois, si on a une amende, ça, c'est autre chose. OK. Oui, no comment. No comment. OK, bien. Alors, réunion de travail, donc on prend des décisions, tout le monde arrive à une préparation par écrit. Et puis la troisième, mais je vais revenir sur la réunion de travail, c'est la réunion dite de brainstorming, dite de créativité. Alors là aussi, ce n'est pas du tout ce que nous faisons en France, où c'est plutôt genre café de commerce. Non, la réunion brainstorming, c'est mur plein, pas de fenêtre, rien, seules les idées autour. On marque toutes les idées sur le paperboard au fur et à mesure, on affiche, et c'est les idées qui engendrent les idées, c'est ça la base du brainstorming, avec des règles très strictes de durée, de nombre de durée de temps, 20-30 minutes, nombre de personnes, pas plus de 8 personnes, ça ne sert à rien, 8-10 maximum, allez, j'accorde 10 éventuellement, et toujours un candide, ça c'est depuis les années 70, 1970, maintenant un candide dans un brainstorming, donc qui est là, qui est complètement en dehors du sujet. C'est peut-être pas lui qui a donné la chose applicative, mais c'est peut-être lui qui va orienter vers les idées. Et bien sûr, les règles, c'est on note tout, y compris les grosses conneries, les trucs sexuels, tout ce que vous voulez, y compris si ça a déjà été dit. On ne sanctionne jamais dans un brainstorming. On note tout. Tout est noté dans un brainstorming. Ça, ce sont des règles aussi. Donc, c'est après qu'on fera la sélection dans un second temps où on prendra en fonction, on ne le regroupe pas par famille, est-ce que ça répond à la question, etc. etc. Mais ça, je ne vais pas venir dessus, ce serait trop long. Oui, vas-y. Brainstorming, tu as toujours un facilitateur ou pas? Alors, tu as toujours un animateur, c'est une bonne question, un animateur et un autre qui note. Ce n'est pas le même, attention, ne soyez pas en même temps celui qui anime et celui qui note. Ça, c'est l'erreur que font beaucoup de gens quand ils animent les brainstorming. Si vous le faites avec les clients, avec les collaborateurs de vos coachés, si c'est lui qui anime ou c'est vous qui notez, peu importe, etc. Mais ce n'est pas le même, parce que vous ne pouvez pas attirer les personnes vers vous en termes de créativité. Excuse-moi? Non, le candide, ce n'est pas l'animateur. Le candide, ils font venir un candide. Ils font venir un participant candide. C'est-à-dire, si c'est un truc sur les commerciales, faites venir le comptable, par exemple. Hein, etc. C'est ça, le candide. Tu vois ce que je veux dire? Hein, si c'est un sujet commercial, tu vas venir quelqu'un d'autre. Oui? 5 minutes. Alors, on me dit, j'ai 5 minutes, donc je vais aller vite. Et je vais vous expliquer, donc, avec des documents, les règles. Alors, 3. Là, j'en ai pas beaucoup, je crois. 3, 4, c'est bon? Alors. Je vais vous les donner et je vais vous les expliquer en même temps. 5. Vous pouvez noter derrière ou à côté. 1, 2, 3. Hop. Vas-y, tu t'en occupes. Tiens, je ne sais pas s'il y a... Voilà. C'est bon. Si vous en avez en trop, vous me les... Ah si vous en avez en trop, vous me les rendez, parce que je crois que c'est tout juste. Hein. Allez hop, tiens. 5 minutes à distribuer papier, c'est pas bon. Hein. Si on me dit qu'il y a 5 minutes à distribuer papier, ah bon, c'est pas la solution. En termes d'efficacité dans le temps, c'est pas la solution. Hein. Si on me dit que j'ai 5 minutes et je distribue des papiers pendant les 5 minutes. Allez. C'est bon. Tenez. Alors, les 7 règles d'une réunion efficace. Je vous les décris, je vous les explique rapidement, vous les avez sous les yeux.
Première règle, déterminer le but. Alors pourquoi on dit s'il n'est pas clair et concret, nous annulons la réunion? Parce que nous avons des réunions récurrentes, comme on vient de faire, on en a déjà par défaut. On a donc des réunions qui reviennent par exemple tous les 15 jours ou toutes les semaines. Je pense dans des grosses entreprises, le comité de direction tous les lundis matins, etc. Si le jour où la personne fait l'ordre du jour, et encore il n'y a pas beaucoup qui en font, on en parlera, le jeudi par exemple, il est en train de se dire mais qu'est-ce que je vais y mettre? Eh bien il doit décider d'annuler la réunion. C'est là l'avantage du récurrent. Je vois par exemple, je travaille en chambre de commerce, en président d'une commission à la chambre de commerce de Grand-Lille. On est à chaque fois en train de chercher une date pour la prochaine réunion. Il n'y a pas de récurrence dans ces réunions. Bon, parce que aussi c'est très plus difficile parce qu'il y a des actualités différentes. Mais évidemment, s'il y avait une récurrence, du coup, on se poserait la question, est-ce que c'est utile ou pas de la conserver s'il n'y a pas d'objectif? Okay, donc il faut pouvoir l'annuler. Ça, c'est la première chose. Le second point, l'ordre du jour. Un ordre du jour, vous avez bien sûr le but, la date, le lieu, les participants. L'heure de début et l'heure de fin, j'avais même marqué seulement l'heure de début. Demande précise de préparation écrite, c'est une réunion de travail, on en a parlé. Et tout doit être minuté. Exemple, 9h, 9h05, accueil. Je suis gentil, en France, on est en France. Normalement, c'est 9h, on commence. Bon, on va être gentil, 9h, 9h05, accueil. 9h05 jusqu'à 9h30, je vous demande de travailler sur ce point-là et de tous à venir avec une préparation écrite, tel sujet, etc., etc. 9h30, tel autre sujet, je vous demande de venir préparer par écrit. 10h, pause. 10h15, réunion d'information. Vous pouvez très bien, sur une même matinée, mettre une réunion de travail et mettre une réunion d'information, du moment que c'est clair, que c'est différent. Je vais venir pourquoi sur le mélange des trois réunions. Ensuite, il y a un ordre du jour, donc forcément, s'il y a un ordre du jour, il n'y a pas de divers. Pour une raison essentielle, c'est qu'on ne peut pas faire quoi sur le divers? On ne peut pas le préparer. On ne peut pas préparer à l'avance. Alors, il y a toujours quelqu'un qui vous dira « Oui, mais quand il y a quelque chose d'important. » Alors, c'est amusant parce que quand vous voyez des ordres du jour, 9h jusqu'à midi, par exemple, et à midi est marqué « Question divers ». Je pense que vous avez déjà vu ça, hein, divers. Est-ce que vous croyez qu'il y a quelqu'un qui va attendre midi pour dire qu'il y a le feu dans l'entreprise ou qu'il y a un truc extraordinairement important à voir? Non, il fait à 9h. Donc, le divers, c'est l'ouverture à la manipulation de la personne qui vient avec un sujet sur lequel, lui, il a eu l'occasion de réfléchir et il n'a pas donné, il n'a pas le même nombre et le même niveau d'information pour les autres en face. C'est pour ça qu'en France, on a tendance à mélanger, parce que nous sommes des grands manipulateurs et que la décision vient toujours du haut de la pyramide, que l'on mélange la réunion d'information et la réunion de travail. Et je pense que Franziska, qui est allemande, voit tout à fait ce que je veux dire dans la réunion à la française. Voilà. Eh bien, dans cette pyramide, qu'est-ce qu'on fait? On mélange l'information et dans la foulée, on dit, bon, on a l'information, maintenant, quelle décision on prend? C'est quand même extraordinaire. Personne n'a le temps de la réflexion préalable à l'action, et Dieu sait s'il faut toujours une réflexion préalable à l'action. Donc ça veut dire que vous donnez l'info, et vous dites, OK, maintenant tout le monde est au même niveau d'info, on va donc mettre à l'ordre du jour en prise de décision, et chacun va venir maintenant avec 3 ou 4 idées par rapport à ce qui a été dit, etc. On dissocie toujours l'information de la réunion de travail. On va continuer là-dessus. Donc pas de divers, pas de manipulation, et s'il y a des choses, ça veut dire, alors bien sûr, à contrario, qu'est-ce qu'on fait pour les participants? On ouvre donc, vous pouvez l'ajouter, ce n'est pas marqué, on ouvre, non, ce n'est pas marqué, ouverture de l'ordre du jour aux participants. Je n'ai pas mes lunettes. Donc, ouverture de l'ordre du jour aux participants. On leur dit, qu'est-ce que vous voulez mettre à l'ordre du jour? Et si la personne intervient sur un point et qu'il n'avait pas, on lui dit, tu aurais pu la mettre à l'ordre du jour jeudi, pas de problème. Donc, OK, ouverture de l'ordre du jour aux participants, c'est la compensation au pas de divers. Pas de dérangement. Alors, pas de dérangement, pas de téléphone qui sonne, pas de personnes qui partent pendant la réunion, pas de toc-toc, j'ai un message pour monsieur machin, etc., etc. Alors, bien sûr, la compensation, pareil, c'est qu'on respecte les horaires. Si on respecte les horaires et les gens savent qu'à telle heure, c'est la fin ou il y a la pause à telle heure, il n'y a pas de problème. Donc, annoncez toujours, quand on anime une réunion, l'heure de pause, à quelle heure elle sera, ce qui fait qu'ils peuvent dire à leurs autres personnes extérieures, vous pouvez me téléphoner à tel moment, etc., etc. Donc, on respecte, bien sûr, les horaires. Ensuite, pas de discussion personnelle. Je pense que chacun a déjà vu ce genre de choses où ça ne préoccupe que le dirigeant et un des collaborateurs et tous les autres s'emmerdent pendant ce temps-là parce que ça ne la préoccupe pas. Alors, dans ce cas-là, le conseil que moi j'ai tendance à donner vers les équipements, c'est si vous faites une réunion, par exemple des commerciaux, ça arrive assez souvent qui sont dans toute la France, c'est le matin, prévoyez et bloquez votre après-midi. Et du coup, s'il y a un problème personnel, ce qui peut toujours arriver, vous dites, je propose, c'est qu'on se voit cet après-midi à 2. Ou s'il y a un problème entre eux, à 3. Etc., etc. Mais on ne gère pas ce genre de choses dans une réunion où il y a pendant ce temps-là 6 autres personnes qui s'emmerdent. Donc très clairement, bloquez dans l'agenda et conseillez à vos coachés de bloquer la réunion et s'il y a des gens qui viennent de partout, de bloquer également du temps libre éventuellement pour des tête-à-tête si besoin est.
Ensuite, l'animation, bon là c'est plus simple, on va faire différemment. Les gens ont tendance de manière pavlovienne à se mettre toujours à la même place. Et en plus, l'animateur a tendance toujours à interroger la première personne la même et la dernière personne toujours la même. Pendant ce temps-là, évidemment, ce que font les autres, c'est que pendant ce temps-là, ils écoutent très peu. Donc évidemment, là c'est de l'animation, bon, c'est des trucs d'animateur. On brise la ronde, on n'interroge jamais les mêmes et jamais dans le même sens. Donc là, à vous de créer les schémas si un jour vous animez ou si vos participants, si vos coachés animent. Ensuite, maîtrise en silence, c'est ce que j'ai dû faire 2-3 fois. Quand quelqu'un parle, je suis poli, je m'arrête. Donc on obtient beaucoup plus le silence qu'en disant chut à la personne, vous allez vous en faire un ennemi, ou bien en commençant à gueuler, etc. Donc il vaut mieux se taire, moi je me tais. Et c'est marrant, ça se tait beaucoup plus vite. Et ensuite, le protocole, et c'est ce que je vais vous donner. Donc, c'est différent, un protocole est différent d'un compte-rendu. Un protocole se conçoit par rapport à ce qui est son but, c'est-à-dire des décisions. Et donc, je vous les donne, je les aurai, et c'est par là où je vais terminer. Bon, tu fais passer le plus rapidement possible. Là, je crois que ça devrait faire l'affaire. OK. Je fais rapide. Si vous n'avez pas assez, vous me le dites. Tiens. Il n'y en a pas assez, j'arrive. Merci. Où est-ce qu'il n'y en a pas assez? François? Thierry? Ah bah tiens, tu donnes à Thierry. C'est bon, t'en as pas? C'est bon? Tout le monde en a? OK. Bon, c'est pas grave, tu aurais pu le garder. Allez, protocole. Donc, vous voyez, un protocole, c'est relativement simple, à la différence d'un compte-rendu. Alors, juste un mot sur la différence entre les deux. La plupart des entreprises françaises font ce qu'on appelle des comptes-rendus protocolisés. C'est-à-dire, il a été dit ceci, il a été dit cela, etc. Et la décision a été prise, celle-ci, celle-là. C'est ce qu'on appelle un compte-rendu protocolisé. Ce sont deux choses différentes. Vous avez le compte-rendu d'un côté, donc, et celui, il a été dit ceci, cela. Il est très facile à faire, le compte-rendu. Juste une réflexion, un compte-rendu intervient dans les 48 heures dans une réunion d'information, jamais au-delà de 48 heures. Donc, ça veut dire que quand vous avez une réunion, vous avez déjà prévu votre bloc temps pour faire le compte-rendu. La plupart des comptes-rendus, normalement, sont faciles à faire parce que les gens qui donnent l'information sont censés l'avoir préparé par écrit. Donc, en fait, vous reprenez l'écrit de la personne et vous ajoutez juste les réponses aux questions. Si vous faites une réunion d'information, c'est que ça valait le coup de réunir les gens. Toujours se poser la question sur une réunion d'information, est-ce qu'il y a la notion de 1 + 1 = 3 dans une réunion d'information? Et donc, de pouvoir l'éliminer, la réunion d'information, c'est aussi une très bonne solution. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une valeur ajoutée à réunir les gens? Et s'il y en a une, effectivement, il y aura forcément des questions de précision derrière. Donc, on rajoute juste les questions de précision derrière dans le compte-rendu. Ça, c'est le compte-rendu. Le protocole, donc, c'est la réunion de travail. Et là, vous le voyez, on ne commence pas à décrire ce qu'on a dit, etc. On prend juste une décision avec un verbe qui doit faire grosso modo une ligne. Ça fait plus de deux lignes, ça commence à devenir problématique. Une ligne. Information afférente, se rapprocher de machin pour faire ceci, voir cela dans tel article par rapport à tel compte-rendu, voir le compte-rendu machin. Qui et quand? Tous pour telle date. Ou bien un tel pour telle date, etc., etc. Donc, qui et quand. C'est relativement simple. Je reviens sur mon compte-rendu protocolisé. Imaginez, dans un compte-rendu protocolisé, une personne qui n'était pas dans la réunion, qui voit, il était dit ceci, cela, 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 et du coup, il était dit cela. Il était décidé cela. Il se dit, mais attends, ils ont oublié tel élément. Et qu'est-ce qu'il va faire dans sa tête? Il remet en question la décision. Il dit, ben alors donc, la décision est mauvaise. Non, non, moi je ne suis pas d'accord. Mais vous imaginez, c'est-à-dire qu'on est en train de se justifier, dans un compte-rendu protocolisé, on se justifie de la décision qu'on a prise. La différence entre justification et explication, c'est que l'explication vient après. J'ai décidé ceci pour telle raison et pas pour telle raison, j'ai décidé ceci. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on inverse le propos. Ça, c'est de la communication. Donc le protocole, on peut donner des explications derrière, mais il y a juste la décision, qui et quand. Si vous prenez la décision, c'est que vous êtes à même de la prendre, et il n'y a pas besoin de se justifier vis-à-vis de qui que ce soit ou de donner toutes les informations relatives. On doit les donner quand on donne après des missions, etc. Mais on n'est pas obligé de les marquer dans un protocole. Est-ce que c'est clair là-dessus? Je sais que vous aviez... Ah, non, c'est intéressant ce qu'il dit. Le protocole et le compte-rendu, c'est jamais celui qui anime, qui est le relevé décision. C'est-à-dire que, par exemple, j'anime, je demande, Nicolas, donc c'est lui qui est chargé, est-ce que tu peux noter? Et après, c'est une excellente question, et après, qu'est-ce que tu fais? Tu prends
quand tu reprends à Nicolas, si tu es l'animateur, le protocole, et tu dis, attends, je vais relire tout pour voir si on est tous bien d'accord. Et c'est heureusement qu'il l'a dit, très intéressant. Et donc tu relis effectivement le protocole, on est bien d'accord, telle décision, pour telle date, telle personne, tu relis tout pour que tout le monde. Et qu'est-ce que tu fais? Et une bonne réunion, sauf celle-ci, se commence 1 minute avant l'heure pour avoir le temps de faire quoi avec le protocole? Non, le photocopier, excuse-moi, tu n'es pas encore à Wiffle, le photocopier pour que tout le monde l'ait en main, qu'il y ait la preuve qu'ils sont venus pour quelque chose à cette réunion et qu'ils savent qui fait quoi et quand maintenant. Voilà. Maintenant, j'en ai terminé. On peut faire le Wiffle.